Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Michler. Salut Baptiste. Salut. Baptiste, tu es athlète, tu es aussi conférencier et ingénieur topographe. On va parler de ton métier, de ton parcours. Mais avant, comment tu pourrais expliquer ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Si tu devais le faire, comment tu t'y prendrais? Alors ouais, mon métier, alors j'en ai deux, voilà, comme tu l'as dit. Donc d'abord, je suis athlète, donc moi je considère par rapport à mon âge que je suis en pleine carrière d'athlète de haut niveau. Donc mon premier métier c'est athlète, donc je m'entraîne, je cours, donc je fais du demi-fond, je suis donc athlète de haut niveau sur les courses du 1500 mètres et du 800 mètres. Et j'ai participé aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021. Et puis je cours beaucoup parce que je m'entraîne pas mal de temps, donc c'est à hauteur de 12 entraînements par semaine. Donc ça c'est la première phase de mon premier métier. Et le deuxième métier que j'ai, donc je suis ingénieur topographe. Donc topographe, c'est tout ce qui touche à la représentation de la Terre, donc ce qui se passe au-dessus du sol. Donc ça veut dire représenter le terrain, la topographie du sol entre guillemets, donc les montagnes, le dénivelé, tous les éléments aussi que l'homme a construit, donc ça soit des bâtiments, des chaussées, des corps de rue. Donc ça c'est mon deuxième métier. Voilà. On va revenir sur ton parcours et c'est Oui, vrai que c'est ce qui nous a intéressé et inspiré de te faire intervenir, d'avoir cette double casquette où beaucoup de sportifs de haut niveau ont effectivement un métier à côté, quelquefois qui est complètement libéré au niveau du temps de travail, mais pas tout le temps. Donc on va en parler, c'est ça qui est oui, intéressant, on va pouvoir faire le lien entre le sport et l'entreprise avec toi. bien sûr. Comment tu as découvert l'athlétisme? Ça t'est venu dès ton plus jeune âge? Ouais, c'est venu, je veux dire, très très tôt, mais c'était pas forcément une évidence dès le début. Alors, pour la petite histoire, mes parents, en fait, ils se sont rencontrés sur un stade d'athlétisme. Alors, c'est drôle parce que quand je raconte ça, tout le monde dit: «Oh, bah voilà, c'est une évidence, tes parents, c'est des athlètes, forcément, t'as été baigné dedans et puis c'était comme ça». En fait, ça n'a pas été aussi simple. Effectivement, mes parents se sont rencontrés sur un stade d'athlé, mais ça n'a pas forcément été une grande histoire d'amour dès le début. Parce que j'ai goûté à tous les sports. Donc mes parents, ils voulaient pas que, donc moi celui du milieu de la fratrie, j'ai une grande sœur et un petit frère. Donc ils voulaient pas que nous, enfants, on soit devant la télé ou devant le canapé toute la journée. Ils voulaient qu'on se dépense un petit peu. Donc du coup, ils nous ont inscrits à un peu tous les clubs du village. Donc j'ai fait du foot, du tennis, du basket, de la Le natation un mercredi peu. après-midi, le samedi, c'était rempli. C'était rempli, voilà, les parents, ils étaient à la voiture en train d'emmener mon petit frère, ma sœur au cours de danse, moi au foot et au basket. Enfin, c'était une sacrée organisation, mais je pense que ça leur a pas déplu parce que finalement, ils vivaient aussi là-dedans, mes parents. Et puis, j'étais donc inscrit dans le club d'athlétisme dans la ville dans laquelle mes parents se sont installés, donc à Brumat, où j'habite toujours actuellement. Et je suis toujours licencié dans ce club. Et puis là, je pense que j'ai eu comme une étoile qui m'a suivi et qui me suit toujours encore au cours de ma carrière. Et je pense que je vais pouvoir y revenir sur d'autres anecdotes, hein. Parce que j'ai rencontré en fait mon entraîneur formateur, Hubert Steinmetz. Alors j'ai une pensée pour lui à chaque fois que j'évoque son nom parce que malheureusement il nous a quittés en 2020, voilà, de suite d'une longue maladie. Et c'est lui vraiment qui m'a élevé au plus haut niveau. Et en fait, j'ai eu la chance quand j'avais voilà 5-6 ans, quand j'ai commencé l'athlétisme dans ce club donc à Brumat, de rencontrer directement Hubert, cet entraîneur-là. Et Hubert a été sélectionneur national pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Donc, euh, donc voilà, c'était quand même quelqu'un qui avait de la reconnaissance et énormément d'expérience dans l'athlétisme et notamment en demi-fond. Donc en fait, ça a été une chance de tomber sur cet entraîneur-là, dans cette ville-là, dans ce club-là. En fait, c'est comme si toutes les étoiles étaient alignées pour suivre ma voie. Alors au début, j'aimais pas trop courir, hein, je l'avoue, j'aimais pas parce que je comprenais pas à quoi ça servait de courir pour courir quoi. Je préférais courir derrière un ballon, donc du foot, courir pour marquer des paniers, courir pour jouer au tennis. Mais puis finalement, quand on est jeune et qu'on gagne les crosses scolaires, qu'on gagne les courses sur route et qu'on a une médaille autour du cou et une coupe, c'est là qu'on est super content devant les copains. On se dit, oh purée, voilà, j'ai ramené une médaille. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai compris que j'avais un don là-dedans, j'ai commencé à me lancer de plus en plus dedans. Mais là où je veux dire, où je me suis vraiment professionnalisé et commencé à consacrer plus de temps dans ma carrière, enfin dans ma carrière,
dans l'athlétisme et dans le demi-fond, ça a été aux alentours de l'âge de 13-14 ans. Voilà. Donc sinon, jusqu'à cet âge-là, c'était encore beaucoup d'autres sports, hein. J'ai fait des sports en parallèle, beaucoup de foot, beaucoup d'athlétisme. Et voilà, après, j'étais dans une scolarité standard, hein, collège, lycée. Et puis oui, je pense quand je suis rentré en études supérieures à partir de post-bac, c'est là que j'ai commencé vraiment un peu à me consacrer entièrement que à l'athlétisme et avoir une vision, une projection sur du sport professionnel et de très haute performance, quoi. Donc voilà un petit peu mes débuts sur la course à pied. Tu te souviens à quel âge tu as mis les pieds pour la première fois sur une piste d'athlée et l'émotion Euh, que tu as ressentie? ouais, je pense que je devais avoir ouais, 6-7 ans. Ok. La sensation que j'ai ressentie, c'est particulier parce que je la ressens encore actuellement. En fait, en été, il y a une particularité donc sur les pistes synthétiques, c'est que donc c'est du tartan, donc c'est du caoutchouc, sur lesquels en fait nos chaussures d'athlétisme, donc on appelle ça pointe, il y a des pics en dessous en métal qui permettent en fait d'adhérer au sol. Donc en fait, ça s'enfonce un petit peu et ces pointes permettent d'adhérer dans le tartan. Et en fait, le tartan a une odeur vraiment particulière en été quand c'est chaud. Et donc De ça, pneus? ouais, un peu de pneu, mais c'est vraiment quelque chose de très typique. On sent en fait que c'est Ok. l'atmosphère de la piste, c'est l'atmosphère de l'athlétisme et des compétitions. Donc dès que je ressens ça, cette odeur, je me dis, ça c'est l'odeur de la compétition. Et j'ai toujours, depuis ce jour-là, je sais que cette odeur est vraiment appropriée à la compétition et à la performance. Donc c'est drôle, mais c'est vraiment la première sensation qui me vient à l'esprit, quoi. C'est marrant comment ce sens est resté avec le Ouais, temps. ouais, ouais, c'est ça. Mais comme quoi, ça montre que le cerveau a comme une belle mémoire et ça nous rappelle vraiment plein de souvenirs à chaque fois. Donc tu t'es vraiment consacré là-dessus à l'âge de 13-14 ans. C'est ça, Tu as rapidement été dans les championnats de France junior, etc. c'est aussi. ça. Bah alors, c'est Comment ça vrai, s'est déroulé ces ouais, premières années? c'est vrai que bah, j'ai eu des très bons, comme je le disais, chez les jeunes, j'ai gagné presque tous les crosses scolaires, pratiquement toutes les courses sur route du coin, je les ai gagnés. Les crosses départementaux, régionaux, interrégionaux, je les ai aussi gagnés. Donc en fait, j'ai été extrêmement doué dans ce sport-là et c'est pour ça aussi qu'au début, ça m'a poussé vraiment à persévérer là-dedans, sous l'influence aussi un peu de mon entourage, je disais mon entraîneur qui était aussi quelqu'un de très carré, de très rigoureux et qui avait que le mot travail en bouche, quoi. C'était ça. Et puis, ouais, vers l'âge de 13-14 ans, je commence à avoir les premières perfs qui sont significatives dans le sens où bah, j'étais en cadet première année. Donc, cadet première année, ça, à peu près, ça représente la seconde. En seconde, c'est le premier championnat de France que j'ai pu faire et je termine deuxième, quoi. Donc, à la surprise générale, moi, je me dis, purée, il y a des gamins qui ont un an de plus que moi et à cet âge-là, ça fait une différence, Ouais. quoi. Et là, j'ai ma première médaille nationale autour du cou. Je dis, ah ouais, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. La même année, je fais ma première sélection en équipe de France. Voilà, c'est des choses qui s'enchaînent très très vite. 2 ans après, je suis vice-champion d'Europe du 1500 mètres. Pareil, c'est des choses que, voilà, quand j'étais gamin, j'y pensais même pas, quoi. Je me dis, purée, de là, mes parents, ils savaient que j'étais doué. Ils m'ont même dit, encore récemment, on savait que tu étais doué, mais on pensait pas que tu allais atteindre un tel niveau. Surtout quand on te voyait courir au début. Voilà, on pensait pas que le petit Baptiste, il serait devenu un champion pareil, quoi. Donc ouais, c'est vrai que les années jeunes, ça a été très linéaire. J'ai une belle progression. Voilà. Je disais vice-champion d'Europe en cadet quand j'avais 16 ans. À 18 ans, j'ai été quatrième au championnat du monde junior. Il faut savoir, dans cette catégorie d'âge, chez les juniors, on court contre... alors voilà, c'est pas du tout négatif, Mhm. péjoratif ce que je vais dire, mais on court souvent contre des athlètes où on ne sait pas toujours leur âge. Voilà, malheureusement, au Kenya et en Éthiopie, quand on demande à un athlète quel âge tu as, ils vont nous dire ouais, je suis né l'année où il a beaucoup plu. Voilà, et c'est véridique, hein. Donc malheureusement, quand on est dans cette catégorie-là, on est des athlètes, on ne sait pas trop Ouais. quel âge ils ont peut-être 2 ans, 3 ans de plus que nous, mais on ne le sait pas trop. Donc je finis quatrième à cette compétition, au championnat du monde junior, et ça a été une perf incroyable dans le sens où au milieu de l'athlétisme, personne n'avait vu ça en demi-fond chez les jeunes. Parce que c'est voilà, une discipline qui est archi dominée par les cours des hauts plateaux, donc Kenya, Éthiopie, Érythrée. Et voilà, quand je suis sorti de là, quatrième au championnat du monde, tout le monde disait, mais en fait, c'est toi le champion du monde, quoi. Parce que les trois mecs qui étaient devant toi, et c'est à l'époque, ils me disaient ça, et ça s'avérait vrai, on les verra plus, on les voit plus, ces athlètes, à l'heure actuelle. Donc, pour moi, ça a été une des plus belles perfs de ma jeune carrière.
Et puis après, je suis rentré chez les seniors. C'était un peu plus compliqué parce qu'on court contre des athlètes qui peuvent avoir 5 ans, 6 ans, 10 ans plus que nous. Et puis nous, on a un petit jeune junior qui arrive, se mène à la lutte. Donc c'est là qu'en fait, ça a commencé à devenir très très sérieux, quoi. Et faire sa place aussi. Et faire sa place, tout à fait, ouais, c'est ça. Bon, maintenant, tu vois arriver les petits jeunes, Voilà, c'est ça, ouais, tu ouais, te maintenant poses je des commence questions. à avoir un coup de vieux. Mais Tout bon, à tu as fait. 10 ans d'entraînement de plus. C'est ça, tout à fait. Ouais, je dis maintenant, je me dis, j'ai peut-être plus d'expérience aussi qu'à l'époque où j'étais junior, où je savais pas trop. Un peu moins d'insouciance malheureusement, mais plus d'expérience et j'ai plus de cordes à mon arc et je sais un peu plus, voilà, sur quel levier tirer dans des situations un peu délicates au sein de ma carrière ou même au sein des courses, quoi. Donc c'est ça peut-être la différence entre un athlète plus âgé qui peut-être est un peu moins plein d'énergie, voilà, physiquement, qui regorge d'énergie par rapport à un athlète qui est un peu plus jeune, qui a un peu moins d'expérience que ce qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est un peu ça la différence, Entre quoi. la fougue et la sagesse. C'est exactement ça, ouais. On va parler de ton parcours parce que Ouais. ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que pendant ces années où tu as performé, voire super-performé par Mm. rapport à ce que disaient tes parents et les attentes qu'il Ouais. pouvait y avoir, et même toi, tu as décidé de continuer tes études, mais Ouais, d'aller bien au-delà du bac et de vraiment pousser ça. tout à fait. Comment t'es venue cette idée-là, justement? Et est-ce que c'était un métier que tu te voyais faire après, pendant, ou c'est quelque chose qui a été plus un déclic par la suite? Alors, moi j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était très, comment dire, voilà, très à cheval sur les études. Donc mes parents sont deux instituteurs, voilà. Voilà, donc Ça explique. ça explique un petit peu. Ils ont deux instituteurs, ils ont toujours voulu que c'est bien le sport, ils voulaient nous pousser, mais c'est aussi bien les études parce que voilà, malheureusement, ils le savaient très bien que voilà, à part être footballeur, basketteur de haut niveau ou golfeur ou tennisman, voilà, c'est les seuls sports en soi où on peut vraiment s'en sortir, mais il faut avoir déjà un niveau Ouais, exceptionnel, quoi. Donc ils savaient très bien que, ok, j'étais bon en sport, mais qu'il fallait quand même avoir un pied à terre avec les études. Donc je vais pas dire qu'ils nous ont poussés non plus, on avait quand même au sein de la fratrie des capacités aussi intellectuelles qui étaient pas, voilà, qui étaient très bonnes, donc on savait qu'on pouvait faire des choses au niveau des études, mais mes parents n'ont jamais voulu que j'abandonne et que je puisse faire les deux, quoi. Donc ce qui a donné, ben voilà, j'ai eu mon bac haut la main très facilement. Et puis moi, je voulais pas m'arrêter là parce que tout le monde me disait, bah voilà, t'as réussi à faire les deux, t'as eu de tels c'est ça. résultats au niveau sportif, tu vas pas t'arrêter là après le bac, quoi. Parce que c'est vraiment, après le bac, on a tout juste 18 ans. Moi, je me rappelle très bien, j'ai dit à mes parents, ouais, maintenant c'est bon, j'arrête les études, je me consacre entièrement à ma carrière d'athlète de haut niveau. Et c'est juste au moment où je devais voilà, je venais d'être vice-champion d'Europe, quoi. Alors je me disais, bah voilà, c'est bon, je suis parmi les meilleurs, je vais me consacrer à fond dans le sport. Je me disais, non, non, tant que tu habites chez les parents, là, tu continues les études. Et maintenant, avec du recul, je suis super content qu'ils m'aient dit ça, parce que si je les avais pas écoutés, j'en avais fait qu'à ma tête, je pense pas que j'aurais atteint ce niveau. Donc moi, j'ai continué les études. Je suis rentré donc, après le bac à l'INSA de Strasbourg, donc l'Institut national des sciences appliquées. Donc c'est une école d'ingénieurs qui fait partie du groupe INSA. Donc on connaît très bien l'INSA Lyon, il y a l'INSA Toulouse aussi, donc ça c'est les deux grosses. Et Strasbourg est aussi rattaché au groupe INSA. Donc moi je suis rentré dans cette école d'ingénieurs et puis là il y avait quand même un deal à faire parce que je savais très bien que voilà, c'est des études qui sont assez exigeantes. Mon niveau sportif était aussi exigeant à ce moment-là. J'avais envie aussi de me professionnaliser au niveau sportif, de plus m'entraîner, mieux m'entraîner aussi. Et donc du coup, il a été convenu avec l'école d'aménager mon cursus. Là encore, je pense que maintenant avec du recul, je pense que si j'avais pas eu cette possibilité-là, je pense pas que j'aurais fait la carrière que j'ai eue. Mhm. Ça m'a permis en fait d'étaler tout simplement mes 5 années d'études, donc post-bac, sur 8 années, donc 3 années de plus. Et ça m'a donné énormément de liberté dans mon entraînement, dans mon organisation personnelle. Et puis, et en même temps, le fait d'avoir fait les deux, maintenant, je sens que ça a été un super équilibre de vie, quoi. Parce que
quand on est dans la rigueur de l'entraînement de haut niveau, retrouver cette rigueur, cette exigence, voilà, des calculs mathématiques, de la physique appliquée, très pointueux jusqu'au bout des fils, dans mon métier, enfin dans ma formation d'ingénieur. Donc en fait, je me retrouvais très bien dans cette hyper mesure et dans cette hyper, ouais, tout qui soit hyper millimétré, je me retrouvais très bien. Donc finalement, ces études me convenaient plutôt bien. Je vais pas le cacher, je me suis vraiment pas déplu dans ces études. Quand je dresse le tableau, on a l'impression qu'il est tout rose. Il y a eu forcément des moments où c'était un peu plus compliqué, période de partiel, où voilà, on se couche à pas d'heure, le lendemain j'ai des entraînements. Mais voilà, j'ai eu la chance vraiment d'avoir un super entourage, des personnes avec qui ils ont pu adapter aussi. Voilà, mon entraîneur, voilà, je lui disais, bah, j'ai des partiels, là, on va pas mettre les bouchées doubles à ce moment-là, parce que sinon c'est le risque de blessure assuré. Et puis voilà comment ça s'est fait plus ou moins mes études. Et par rapport à ma formation, pourquoi ingénieur topographe? J'avais fait mon stage de découverte de troisième chez un géomètre expert. Et ça m'avait plutôt plu, mais sans plus quoi. Je dis ah c'est un super métier, c'est pas mal, voilà la limite foncière, la propriété foncière, savoir ce que c'est, que en fait voilà on construit pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment en France, donc moi ça m'avait plutôt plu. Et puis à l'INSA de Strasbourg, c'est une des trois seules écoles en France où on peut accéder à ce métier d'ingénieur topographe. Donc il y a une école au Mans, une école à Paris et une école donc à Strasbourg. Et je m'étais gardé un peu dans l'esprit, ah bah pourquoi pas aller se spécialiser là-dedans. Quand on rentre la première année à l'INSA de Strasbourg, c'est des cours très généraux, donc on dit que c'est une prépa intégrée. Et à partir de la deuxième année, on se spécialise. Et puis j'avais gardé un petit peu cet esprit, allez, pourquoi pas se lancer en topographie. J'avais fait un stage durant l'été chez un géomètre expert pour me dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Et puis là, je pense que ça a été le coup de foudre vraiment de se dire en fait, je me retrouve sur justement la mesure, tout ce qui est hyper calé, hyper millimétré. Et par rapport, voilà, quand je cours, je mesure aussi mes performances en termes de temps, en termes de voilà, récupération, tout ça. Donc finalement, c'est quelque chose qui se retrouvait bien. Et puis voilà, je me suis lancé dans la topographie. Et puis voilà, j'en regrette absolument pas aujourd'hui, quoi. Tu restes Voilà. dans la data dans les deux côtés. Voilà, c'est ça, dans la data, dans beaucoup d'analyses, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis aussi, savoir, savoir en fait que ce métier, pour moi, représente beaucoup, parce que les géomètres en France représentent vraiment un monopole. Il n'y a que eux qui sont capables de te dire en France, bah, ta limite de propriété, elle n'est pas à gauche, pas à droite, elle est à cet endroit-là. Moi, ça m'a trahir aussi ce terme de monopole parce que ça veut dire qu'en fait, ta formation, ton métier est extrêmement reconnu, encadré et qu'il n'y a personne en fait qui va pouvoir prendre ta place. Et c'est malheureusement un peu ce que je ressens. Des fois, j'aime pas des personnes qui s'improvisent, qui vont essayer de magouiller. Et c'est un peu pareil dans le sport. Des fois, des gens qui viennent passer un peu à gauche, à droite pour te faire de l'ombre. Là, je sais que c'était un métier qui était extrêmement encadré et qui va l'être encore pendant des années. Parce que voilà, c'est quelque chose c'est une loi qui date des années 40, quoi, qui encadre vraiment cette profession. Donc pour moi, ça a été aussi, premièrement pour mes parents aussi, un gage de sécurité. Bah, c'est sûr que notre fils, il aura un métier plus tard, mais en même temps de se dire quoi, on va pas pouvoir se faire marcher dessus et qu'on va pouvoir garantir, notamment auprès du client, qu'on a la certitude de bien faire notre métier, quoi. Donc il y a ça aussi qui m'a attiré, quoi. Et justement, à l'époque, en post-bac, tu étais Ouais. déjà à 12 entraînements par semaine. Alors Et non. comment tu gérais, parce que ça doit être un emploi du temps dingue, j'allais dire, au millimétré. Ouais, alors non, non, au moment du bac, je devais m'entraîner 6 fois par semaine, donc à peu près Alors, une fois par jour avec le week-end, un jour de repos. c'est quoi des entraînements, ça représente quoi, 2 heures de temps? C'est Ouais, quoi? c'est 2 heures de Ok, temps à peu près ok. d'entraînement. À l'époque, je me rappelle, j'allais pas trop encore chez le kiné pour faire de la récup, etc. C'était globalement juste des entraînements. Et après le bac, quand je suis rentré à l'INSA, ça a été 7 entraînements. L'année d'après, 8 entraînements. En fait, j'ai pas voulu passer de 6 à 12 tout de suite parce que Hmm. là, c'est risque de blessure assuré. Même si j'avais plus de temps, voilà, j'avais un emploi du temps aménagé. Je pouvais faire tout ce que je voulais. J'ai quand même respecté la progression d'un athlète
pour éviter les blessures. Et puis non, je suis passé à 7-8 en période post-bac, première année, deuxième année 8, 9, et après ça a augmenté comme ça progressivement, quoi. Et donc c'est pendant ces années-là où tu as fait le championnat de France élite aussi? C'est pendant ces premières années d'ingé? Ouais, c'était pendant les premières années d'ingé. En 2018, j'ai fait mon premier championnat de France élite. Ok. J'étais encore en catégorie espoir, donc espoir pour les non-initiés, c'est Oui, parle aux non-initiés. ouais, ouais, ouais. Alors en fait, en athlétisme, les vraies catégories jeunes, c'est cadet junior. Et normalement, après, on passe senior. En Europe, pardon, on a une catégorie à part qui n'existe pas dans le monde, c'est que sur le continent européen, qui s'appelle espoir, donc moins de 23 ans, et c'est 3 années d'âge. Et en fait, c'est une catégorie intermédiaire qu'ils ont mis en place, la Fédération européenne. Et puis c'est ce que je disais, parce que en fait, le gap est tellement important entre les moins de 20 ans, donc juniors, et les moins de 23 et les seniors, ça a un tel gap qu'ils ont mis cette catégorie intermédiaire pour encore pouvoir faire ses armes avant de rentrer dans la cour des grands. Et donc du coup j'étais en espoir, donc moins de 23 ans en 2018, et c'est là que j'ai fait ma première médaille au championnat de France élite, donc parmi les meilleurs français, quoi, tout simplement, et j'ai fait deuxième ce jour-là, et c'était à Albi, donc je m'en rappelle très très bien, quoi. Et là, tes parents t'ont dit, tu vois, tu peux continuer, études. Et tout à fait, ouais, ouais, parce que c'était ma première médaille chez les grands, première médaille Ouais. nationale, et ce qui a découlé derrière ma première sélection chez les grands, donc au championnat d'Europe, à Berlin aussi. Et ouais, là, mes parents, ils m'ont dit, bah voilà, tu peux faire les deux. Des fois, c'est vrai que je râlais à la maison, ah purée, j'en ai marre d'être en cours, j'en ai marre de ça, j'ai envie de m'entraîner. Mais ouais, ouais, c'est vrai que quand on a des résultats, on se dit, bah en fait, finalement, j'ai fait le bon choix, quoi. Et c'est souvent dans les moments difficiles qu'on se remet en question. Mais il faut souvent se souvenir, et c'est ce que je travaille beaucoup, et je pense qu'on pourra en parler après, avec ma psychologue, c'est qu'il faut souvent se rappeler des bons moments au moment où ça marchait, à se raccrocher, dans les moments où ça va moins bien. Et c'est souvent ça que je pense, quoi. On se souvient que des belles victoires plutôt que des mauvaises défaites, quoi. Et c'est surtout ça qui permet de consolider, quoi. Alors que le cerveau, il fait souvent l'inverse. Et malheureusement, c'est ça. Et c'est là qu'il faut être fort dans la tête pour switcher rapidement, quoi. Donc c'est à partir de 18 ans où tu t'es dit, ok, ben, maintenant je veux vraiment que ça devienne quelque chose de sérieux. C'est ça. Donc tu as dit, tu as mis les moyens en place avec ces études sur 8 ans au lieu de 5. Mais quand même, je pense que faire des études d'ingé en tant que sportif de haut niveau, vous ne devez pas être trop nombreux non plus. Non, 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 on n'était pas très nombreux. Alors quand je suis rentré à l'école, on devait être une petite quinzaine. Ok. Et je suis revenu à l'école pour, voilà, pour faire un petit bonjour un peu à l'équipe pédagogique, et également le professeur de PS qui était un peu le tuteur et qui manageait un petit peu les sportifs de haut niveau au sein de l'école. Et puis il me disait, bah, c'est une année exceptionnelle, on a 45 sportifs de haut niveau maintenant. Alors voilà, indirectement, il voulait pas me le dire, mais j'ai compris, j'ai lu dans ses yeux que en fait, mon passage a fait que ça a quand même permis d'ouvrir les œillères et peut-être casser un peu les codes de se dire en fait, c'est soit sport, soit études et tu choisis. Et je pense qu'en France, avec aussi ce qu'on a eu, voilà, avec les Jeux Olympiques de Paris, ça a quand même permis d'ouvrir à pas mal d'athlètes cette voie de se dire, mais en fait, faire les deux, c'est absolument possible, quoi. Donc ouais, si j'étais un des premiers, on n'était pas très nombreux, et puis finalement, ça a permis justement de casser un peu ces codes-là, quoi. C'est génial. Et donc tu disais, tu as fait d'abord les entraînements comme ça que tu as monté, Ouais, et après petit à petit tu es venu intégrer donc le kiné, tout, on va c'est dire tout ça. le staff auto. C'est ça, tout Comment à ça se fait. passe? Alors en fait, ce que j'ai réussi à faire, et puis, mais ça n'a pas été réfléchi, hein, ça s'est fait vraiment comme ça. Chaque année, en fin de saison, je me disais, qu'est-ce que je peux améliorer pour la saison prochaine? Et même encore à l'heure actuelle, Tu te fais un bilan, et je une me petite fais un bilan, rétrospective. voilà, une petite rétrospective, et souvent moi j'aime bien le noter, quoi. Je l'écris, j'écris, je gratte un petit peu, et puis je me dis qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, qu'est-ce qui était moins bien cette année, vers quelle direction je veux aller. Et c'est ce que j'ai fait dans toute ma carrière. Et puis une année, je me suis dit, bah voilà, moi j'aimerais bien un peu plus de récup. Ok, bah je suis allé voir mon kiné, je lui ai demandé est-ce que tu es capable de me prendre une fois par soir pour me faire de la récup. Après c'est devenu deux, après c'est devenu trois. Et après j'ai aussi changé au fil de ma carrière de kiné, parce que voilà, je dis pas qu'il faut que s'attacher à une personne, mais des fois nos envies, nos évolutions changent, et du coup il faut pas hésiter des fois à dire stop à une relation, même si humainement c'est quelque chose qui se passe bien. Je peux très bien expliquer à mon kiné, bah écoute, j'ai envie de changer, j'ai envie de bosser avec quelqu'un d'autre, je trouve que l'approche est meilleure. C'est pas pour autant que
on se fera la gueule, quoi. Enfin, comme dans toute relation, bah, des fois, quand c'est de la relation pro, on a le droit de dire, bah écoutez, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui fonctionne mieux. Et donc du coup, à chaque année, j'ai évolué. Donc j'ai mis de la kiné, ensuite j'ai mis voilà, un ostéopathe, ensuite j'ai mis de la psychologie en place, nutritionniste. Maintenant j'ai des experts de la cryothérapie qui travaillent avec moi, un préparateur physique, un agent sportif, et puis tout ça, ça gravite autour le cercle de l'entraîneur et de l'athlète, quoi. Donc ouais, il y a pas mal de choses en place, quoi. Et comment tu arrives à jongler avec tous ces métiers-là et comment ils convergent entre eux aussi pour faire en sorte que tu sois le plus performant possible au moyen terme? Est-ce qu'il y a des échanges entre eux ou est-ce que c'est uniquement unilatéral? Alors, il n'y a pas forcément de gros échanges entre eux, mais moi j'essaye de favoriser les choses, quoi. Moi je sais que mon kiné maintenant actuel, bon, je travaille avec deux kinés. C'est drôle, je dis mon kiné, mais mon kiné historique, maintenant c'est un copain à moi qui connaît très bien mon entraîneur actuel, donc Jean-Claude Volmer pour ne pas le citer. Euh, ils se connaissent très bien, des fois ils s'échangent des messages. Mon nouveau kiné connaît très bien mon kiné historique parce qu'ils étaient copains de promo ensemble, donc voilà, ça gravite un petit peu. Moi je donne aussi mes ressentis. Le préparateur physique, pour le coup, vu que lui il touche vraiment à l'entraînement bah, physique, donc hors course à pied, lui il est souvent en relation avec l'entraîneur, donc eux des fois ils s'échangent vraiment, ils s'appellent entre eux. Donc voilà, parce que souvent moi l'athlète, des fois je suis pas assez objectif non plus. Je vais plus dire vraiment ce que je ressens, sans être très très juste des fois. Je dis ah purée j'ai été Utiliser beau mot, quoi. voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Par exemple, si l'entraîneur me demande bah, comment s'est passé ta muscu avec le prépa physique, je lui dis oh non, j'étais trop nul aujourd'hui, je soulevais rien, c'était la catastrophe. Et bah, le prépa physique, il me dit ouais, mais c'est normal, je l'ai chargé plus que d'habitude, c'est normal qu'elle ait été dure la séance, ça reste une très bonne séance. Donc voilà, il y a un peu ce recul qu'a en fait les staffs autour. Donc ils essayent vraiment de communiquer entre eux, mais après, globalement, je suis quand même la pièce maîtresse du puzzle et c'est quand même moi qui gère mon projet et qui fait quand même le retour, quoi. Et comment tu as vécu justement la transition vers un niveau plus compétitif, j'ai envie de dire, en étant plus staffé, en y mettant plus de temps, plus de moyens? Comment tu as fait et tu as vécu cette transition-là? Alors, je l'ai plutôt bien vécu. Après, il y avait des moments aussi, c'était plus dur quand il y avait justement ben, se séparer, par exemple, d'un kiné, se séparer d'un ostéopathe. J'ai aussi récemment séparé d'un ancien préparateur physique. Mais la transition, honnêtement, de se professionnaliser, elle s'est faite de manière très linéaire parce que c'est moi qui le voulais, j'avais envie de progresser. Et puis ces petites adaptations, pour moi, c'était pas too much, quoi. Ça a été vraiment linéaire, mais c'était instinctif, quoi. J'ai jamais dit faut que ça soit linéaire. Ça a été vraiment instinctif, donc c'est pour ça que je l'ai pas mal vécu et que ça s'est fait très très bien, quoi. Et que les progrès ont aussi été là très vite au niveau sportif. Mais il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué, où je l'ai un peu plus mal vécu, où j'ai dû justement, que je te disais, me séparer de certains membres de staff. Bah, je pense très, très sincèrement à mon ancien préparateur physique, bah, on a travaillé 7 ans ensemble. Mais à un moment, c'était plus des contraintes logistiques, où moi, au niveau de mon emploi du temps, c'était au moment où voilà, je finissais l'école, je commençais à travailler chez mon employeur. Pour moi, voilà, au niveau de temps de transport, c'était trop long pour aller à la salle de muscu, la récup, le soir rentrer dans les bouchons, je perdais trop de temps par rapport aux bénéfices que ça pouvait m'apporter. Donc voilà, des fois dire à une belle relation, dire bah écoute, finalement là, faut que je change, je peux plus, ça marche plus, ça a été délicat, quoi. Mais après, voilà, je pense, dans tous les métiers, dans tous les athlètes, ou ouais, même les non-athlètes, hein, je pense, dans leur métier, que tu sois patron d'entreprise, que tu sois voilà, auto-entrepreneur, même salarié, je pense que la remise en question et le fait d'évoluer, c'est ce qui va te faire progresser. Donc c'est comme ça que je le vois aussi, quoi. Et puis c'est une super clé de faire un état des lieux un peu tous les ans Tout et de à se fait, faire un ouais. petit... Alors ça, c'est une habitude, vraiment, l'état des lieux que j'ai pris. De part parce que voilà, je suis quand même très cartésien, très carré, il faut que je mette les choses à plat, mais c'est aussi une habitude que j'ai pris avec mon ancien entraîneur, donc Hubert, qui lui m'a toujours demandé de faire un retour. Parce qu'il m'a dit c'est peut-être moi qui te fais le plan d'entraînement, c'est peut-être moi qui te dis quoi faire, mais d'ailleurs j'ai aussi envie d'avoir le retour de l'athlète, de ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a envie aussi de faire de plus. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de le faire. Et après, ça a quand même pris une dimension un peu plus importante dans le sens où c'était
moins pour l'entraîneur, mais beaucoup plus pour moi et pour pouvoir évoluer, quoi. On va parler de 2021, Ouais, puisqu'on avance dans les années. c'est ça, Tu es encore étudiant à cette époque-là, puisque tu as eu le diplôme en ouais, 2023, je c'est crois, ça. et tu fais tes premiers jeux C'est ça, tout à à fait, Tokyo. tout à fait. Donc en 2021, je suis en quatrième année post-bac, donc quatrième année en école d'ingé. Donc l'avant-dernière année avant le diplôme. C'était une année un peu particulière parce que comme on sait tous, 2020 c'était une année voilà, confinement, il n'y avait pas trop de compétition au niveau sportif. Et même 2021, je me rappelle très très bien, à l'école on avait pratiquement 70% de cours en distanciel. C'est triste à dire, mais moi, ça a été, je l'ai extrêmement bien vécu ce confinement et ces cours en distanciel parce que, comme je disais, ça me donnait énormément de liberté dans mon emploi du temps. Je me rappelle très bien que je faisais des enregistrements, des visios, j'allais partir m'entraîner, je le rattrapais entre midi et deux pendant que je mangeais. En Enfin, x2. ouais, en x2, mais c'est exactement, je rigole, mais certains profs qui parlaient très lentement, je le mettais en x2, tac tac, et je gagnais énormément de temps. Et en fait, je pense que j'ai aussi fait un saut au niveau de ma progression en 2021, grâce justement malheureusement au Covid. Parce que voilà, il y avait moins ces contraintes de déplacement, d'aller à l'école, j'étais chez moi devant mon ordi, je pouvais m'entraîner comme je le voulais, récupérer comme je voulais, et c'est pour ça vraiment que j'ai fait un bond. Donc 2021, dernière, quatrième année, et puis c'est aussi l'année où j'ai eu mon nouvel entraîneur Jean-Claude Volmer, parce qu'en juin 2020, Hubert est décédé. Jean-Claude a pris la relève durant l'été 2020. Et donc 2021, ça a été la première saison complète avec Jean-Claude. Et puis là, ça a été feu d'artifice parce que voilà, j'ai battu mon record de plus de 4 secondes sur 1500 mètres. Donc je suis passé de 3,36 à 3,32. Donc toujours pour les non-initiés, c'est passer du début niveau international au top 15 mondial. Donc top 15 mondial, c'est juste impressionnant quoi. Et voilà, moi je me rappelle du petit Baptiste où les parents ils disaient bon, c'est pas trop ce qu'il va donner. Bah finalement Baptiste, il est devenu parmi les meilleurs, les cadors de sa discipline quoi. Pareil sur 800 mètres, je suis passé de 1,47 au 800 à 1,45, donc 2 secondes, c'est juste. C'est 2%. Ouais, c'est ça, C'est pas exactement. neutre. C'est pas neutre et on sait que à ce niveau-là, les petits pourcents et les petits détails, c'est ce qui va faire la différence. Donc ouais, 2021, c'était une année exceptionnelle. J'ai gagné mon premier titre de champion de France élite. Après m'être mordu les doigts plusieurs fois sur la deuxième place, finalement, j'arrive enfin à décrocher cette belle médaille d'or. Et puis ça a été consacré ensuite par une sélection en équipe de France olympique pour les Jeux de Tokyo en 2021. J'ai peut-être eu une chance que, aussi toujours que le Covid est apparu parce que je pense qu'en 2020, j'étais peut-être pas assez guéri et peut-être il me manquait un petit peu de temps pour être performant et pour pouvoir atteindre cet objectif de jeu. Donc je pense que le fait d'avoir décalé les jeux d'une année, ça m'a permis en fait de consolider l'entraînement, d'avoir un peu plus de consistance et de justement pu avoir exploité mon niveau et ma progression à ce moment-là. Donc finalement, que je disais qu'il y avait une étoile qui depuis le début de ma carrière me suivait, depuis tout petit, ben, je pense que cette étoile a encore brillé à ce moment-là sur cette saison 2021. Alors justement, comment ça se vit les premiers jeux très particuliers en plus Ouais, très très à Tokyo? particulier. Bah, je vais pas le cacher, ça n'a pas été des jeux super joyeux. Bah, déjà, quand on est arrivé sur le sol japonais, déjà c'était sortir de l'aéroport, ça a été un- Ras-le-bas de combat. Ah ouais, c'est ça, ça a été le parcours du combattant. On s'est cru à Ninja Warrior, vraiment, hein, c'était des petites étapes. Alors déjà, contrôle de passeport, bon ça c'est logique. Premier test PCR pour être sûr qu'on n'était pas contaminé. Ensuite, on était à l'isolement pendant allez, une heure et demie, le temps que les tests soient analysés. Une fois que les tests sont analysés, c'est bon, vous pouvez sortir de l'aéroport, mais là, il y a la douane qui nous contrôle. Moi, j'ai encore été arrêté 45 minutes à la douane parce que sur mon visa, alors ça montre vraiment la précision et les japonaises dans le sens ils sont hyper carrés. Donc mon troisième prénom c'est Henri, donc de mon grand-père, et Henri avec un Y. Sur mon visa il est marqué Henri avec un I. Et donc du coup les Japonais ils étaient là, mais en fait c'est pas la même personne. Et donc du coup je me rappelle très bien, ils m'ont mis dans une. Dernière lettre du troisième prénom. C'est ça, voilà. Mais en fait, chez eux, ils savaient pas que c'était mon troisième prénom, hein. Mais Ouais. nous, on dit purée, troisième prénom, on l'utilise jamais, quoi. Il y a bien Baptiste Michler, mais le Henri, ça les dérangeait. Et puis en plus, là-bas, c'est pas le même alphabet. Enfin, Mm. voilà,
c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, ils savaient pas si ça voulait dire la même chose. Et je me rappelle très bien qu'ils étaient au téléphone avec l'accréditation center des Jeux Olympiques pour savoir, ouais, Baptiste Pichler, est-ce qu'on peut le faire rentrer sur le sol japonais? Donc ça a encore duré 45 minutes. Donc en fait, à la sortie de l'avion, il y avait encore 3 heures d'attendre. Et puis là, on est arrivé. Donc on n'est pas arrivé à Tokyo même, on est arrivé à Kobe parce qu'on avait un stage préparatoire avec l'équipe de France d'athlétisme juste avant d'arriver sur le village olympique. En fait, il faut savoir que ça, c'est une stratégie de certaines fédérations et de certains sports de nous mettre un peu à l'écart Mm. de toute l'effervescence et toutes les Une mise au tentations. vert. Exactement. De toutes les tentations qu'on peut avoir au village olympique parce que faut comprendre que c'est une ville dans une ville. Euh, donc là, on était 10 jours à Kobe. Là-bas aussi, c'était très très difficile parce que tous les jours, il fallait faire un test PCR. On avait peur d'être positif parce que si on était positif, on savait que les Jeux Olympiques, c'était fini, quoi. On était mis pareil à l'isolement pendant 15 jours et puis les Jeux, ça sera sans nous. Donc on avait déjà peur, on était chacun seul dans une chambre, on n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel. Les seules sorties qu'on pouvait, c'était aller sur le stade d'entraînement et même sur le stade d'entraînement, ça reste une piste de 400 mètres, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose à voir, quoi. Donc ça n'a pas été facile dès le début. Ensuite, on a pris l'avion pour aller de Kobe jusqu'à Tokyo. Et là, on se dit, ah, on a un peu plus d'air, quoi. On arrive à l'aéroport, déjà, non, c'est pas la même chose. Pareil, on a été escortés comme des pestiférés, personne n'avait le droit de s'approcher de nous, mais vraiment avec des draps blancs, on voyait rien, on était dans un couloir, donc des Japonais, des bénévoles qui tenaient des draps blancs autour de nous pour nous emmener jusqu'au bus dès la sortie de la gate, quoi. Donc c'était, ouais. On arrive au village olympique, pareil, tout ce qui est administratif, scanner les valises, test PCR à nouveau quand on arrive au village olympique. Donc ouais, vraiment, les PCR, je peux te dire que j'en ai eu dans les narines. Et puis une fois au village olympique, on se dit, ah, enfin, on peut respirer. Et puis là, en fait, les jeux, ils arrivent vite, quoi. Parce que moi, je suis arrivé au village, 2 jours après, j'étais déjà sur la ligne de départ de, du 1500 mètres, quoi. Donc en fait, finalement, ça a été très frustrant pour moi parce que j'ai pas pu profiter un petit peu Mm. du fait d'être dans un pays qui est complètement atypique, culture asiatique. Le Japon, c'est quelque chose que je rêve depuis longtemps, de voir ce pays, voir Tokyo, la plus grande ville au monde. Mais en même temps, en fait, on a été isolé tout le temps. Attention, faut pas sortir, test PCR, sinon t'es positif, tu peux pas faire les jeux. Et une fois que tu es éliminé au jeu, tu as fini tes épreuves, ils te disent voilà, dans 2 jours, tu as le vol pour rentrer en France et puis ça s'arrête là, quoi. Et donc là, encore grosse frustration parce que Jeux Olympiques, vivre de l'intérieur, c'est encore plus phénoménal que de le vivre, je Mhm. veux dire, de l'extérieur en termes de supporters, quoi. Donc là, la seule chose qu'on pouvait faire, moi j'avais 2 jours à la fin de mon épreuve, j'avais un jour sur place, euh, une journée et le soir je prenais l'avion, donc j'avais vraiment 48 heures pour profiter au maximum. Voilà, village olympique, on allait faire le shopping, on a pu aller voilà. Alors, j'ai pas, je fais une petite parenthèse sur le village olympique, je disais que c'était une ville dans une ville, mais en fait, on peut aller donc manger 24 heures sur 24. T'as envie de prendre ton petit-déj à, je sais pas, 4 heures de l'après-midi, tu peux prendre ton petit-déj à 4 heures de l'après-midi, tu veux manger des pizzas à 3 heures du matin, tu peux manger des pizzas à 3 heures du matin. Donc vraiment, c'est open bar, t'as une salle de musculation qui est juste gigantesque, t'as un coiffeur, tu peux faire les ongles, tu peux faire les boutiques, donc vraiment, c'est quelque chose qui est juste exceptionnel. Pareil, tu peux manger à volonté du McDonald's si tu as envie, parce que voilà, c'est un partenaire olympique, boire du Coca, du Powerade, tout ce que tu veux à volonté, à gogo. Donc il y a beaucoup, beaucoup de tentations dans le village olympique. Donc moi j'avais 48 heures pour profiter de ça. Donc forcément j'ai ramené plein de souvenirs pour les parents, pour les partenaires et tout, qui m'ont accompagné dans ce projet olympique, des petits cadeaux. Je voulais voir des sports. Alors on dit, mais est-ce qu'on peut aller voir le basket? On peut aller voir le hand parce que voilà, on sait que le basket féminin, masculin et même le hand masculin, féminin ont super performé, et même le volley, quoi. On dit, est-ce qu'on peut voir ça? Parce que moi, c'est une des seules fois que je peux voir un Rudy Gobert en action, etc., un Ngapet, etc. Ah non, 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 vous êtes athlète, athlétisme, la seule sortie que vous pouvez faire, c'est aller sur le stade d'athlétisme. On se dit, attendez, là, on voit toute l'année de l'athlétisme, c'est le seul sport qu'on peut voir. Bah oui, c'est comme ça, c'est les exigences de la Covid-19. Donc malheureusement, c'est pour ça que j'en garde pas un bon souvenir, parce que j'ai pas pu profiter de d'autres sports, d'aller voir d'autres personnes.
Donc c'est un peu ça qui est extrêmement frustrant. Et puis derrière, on vous dit, bah, vous avez 48 heures et après on rentre à la maison. Ce qui, dans les autres Jeux Olympiques, ça se passe pas comme ça. C'est toute la délégation, on rentre à la fin des Jeux, quoi. Mm. Donc voilà, Tokyo, malheureusement, ça n'a pas été super fun au niveau de l'ambiance et même au niveau sportif. Voilà, je le passe vraiment au deuxième plan. Mon objectif, c'est rentrer en demi-finale et je suis le dernier athlète qui a pas, enfin le premier athlète à pas passer en demi-finale, donc le premier athlète éliminé. Donc ma frustration était encore plus grande ce jour-là. Mais je pense que c'est tout ce contexte vraiment extrêmement pesant autour du confinement et de la Covid qui, pour moi, m'a peut-être euh, gâché pas mal de jus en Mm. fait au niveau de la concentration et de rester vraiment concentré là-dessus, quoi. Et on l'a vu parce que ça a fait partie aussi des retours sur les JO de Paris, et notamment dans Mhm. l'athlétisme, où les retours de certains athlètes, ça a été en fait le public comme ça, on n'a pas l'habitude, ça nous a porté. Ouais. Et d'autres, ils ont dit, en fait, cette ambiance-là, mais ça nous a coupé les jambes, quoi, Tout à en fait, fait. tout à fait. Ah, je vois très bien un de mes concurrents, le meilleur Français actuel sur 1500 mètres, il n'a pas réussi à passer, alors que il fait partie aussi du top 10 mondial, il n'a pas réussi à passer le stade des séries et on lui a demandé pourquoi et aux interviews il disait ouais mais en fait il y a eu ce stade de France qui vibrait au moment de l'annonce de son J'étais pas nom, prêt. voilà, j'étais pas prêt quoi, Ouais. vraiment c'est ça, ouais, ouais, il y a pas mal d'athlètes qui ont dit ça. Et puis, c'est difficile, mais il n'y a pas de recette magique de savoir comment gérer ça. On ne sait pas en fait comment on va réagir à ça. Même on a beau se préparer au niveau prépa mental et tout, on ne sait pas ce que ça va faire comme effet. Donc, ouais, c'est à double tranchant, effectivement. Tant que tu l'as pas vécu, Ouais, tant que tu l'as tou- pas vécu, c'est toujours un peu ça. plus Ouais, compliqué. c'est ça. Et donc justement, tu parlais de cette linéarité que tu as eue Ouais. tout au long de ton parcours. À partir de là, tu as eu, enfin, si on peut dire ainsi, des premières déceptions. Et après, tu es venu la période un peu moins cool de ta carrière jusqu'à présent, à avoir des blessures un peu à répétition sur les dernières années. Tu peux Ouais, nous en parler? ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que depuis 2021, c'est extrêmement compliqué pour moi parce que chaque année, j'ai été confronté à des blessures plus ou moins importantes, mais qui m'ont quand même bloqué à chaque fois dans mon élan. Et on sait qu'à ce niveau-là, quand je vous disais que j'étais 15e performeur mondial, donc dans le top 15 mondial, à la sortie des Jeux, bah derrière, en fait, tu prends un mois, 2 mois de retard dans ta préparation, bah tu sais que l'été d'après, sur la saison d'après, bah tu vas pas être au même niveau que les autres, quoi. Tout est une question de détail. Pendant que toi, tu t'entraînes pas, bah les autres s'entraînent et ben, du coup, ils évoluent. Et puis moi, à chaque fois, chaque année, j'étais confronté à une blessure. On a mis pas mal de choses en place, on parlait du staff, donc c'est à ce moment-là qu'aussi j'ai commencé un peu à remanager, à remodeler un petit peu toutes les personnes qui étaient autour de moi. Ouais, ça n'a pas été facile, c'est là où aussi je me suis entouré d'une nouvelle psychologue. Maintenant je travaille avant j'étais avec un préparateur mental, maintenant je suis avec une psychologue du sport. Pareil, je vais faire une petite parenthèse autour pour les non-initiés. La différence entre prépa mentale et psychologie, elle est très mince, mais souvent on la confond un petit peu. Un préparateur mental, comme son nom l'indique, c'est un préparateur, comme un préparateur physique, comme un entraîneur, donc il va booster le cerveau, quoi, entraîner vraiment le muscle du cerveau. Alors voilà, même si les médecins ils vont me taper sur les doigts, le cerveau c'est peut-être pas un muscle, mais c'est vraiment ça, entraîner vraiment son cerveau comme un muscle. Donc c'est se mettre face à des situations et justement réagir face à cette situation. Mais la psychologie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On va revenir sur son enfance, sur sa relation avec ses proches, avec ses parents, avec sa petite amie, avec son entourage, avec son coach. Donc ça va être beaucoup plus confidentiel, quelque chose qui est beaucoup plus ancré en soi, beaucoup plus Mm. profond. Et c'est pour ça qu'on fait appel à un psychologue qui a été formé, voilà, qui a eu un master ou un doctorat en psychologie, alors qu'un préparateur mental, c'est des formations annexes qui Mm. sont hors cadre vraiment, on va dire, licence, master et doctorat, quoi. Donc c'est pour ça que moi, au début, j'avais pas bien compris cette différence, et c'est là que je me disais, mais en fait, la prépa mentale, c'est pas pour moi. Le jour où j'ai compris, je dis, mais en fait, moi, c'est pas ça. Moi, ce qu'il me faut, c'est ma relation avec mes proches, avec mon entraîneur, avec mes parents. Et c'est là qu'en fait, je voyais que le préparateur mental empiétait trop sur la psychologie. Et je me dis, attendez, ça, c'est pas son rôle à lui. C'est peut-être là qu'il y a un problème. Donc ça a été une des premières pistes. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, gentiment, écoute, moi j'ai plus envie de travailler avec toi, je me sens plus bien dans cette approche, je préfère aller voir quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que je me suis recentré sur la psychologie
un psychologue quand même formé, psychologue du sport, pour Mhm. savoir quand même ce qu'il en ressort au niveau sportif. Donc là, ça a été un premier déblocage. Là, ça a été long quand même, parce que ça a été en 2000, donc je disais 2021, donc septembre 2021, après les Jeux, je suis reparti à l'entraînement. J'ai fait une saison encore avec mon préparateur mental, et là je me dis, putain, c'est la catastrophe, parce que là je me blesse à répétition, j'ai eu une tendinite d'Achille qui a duré presque 6 semaines, une fracture de fatigue au niveau du sacrum, donc c'est juste derrière le dos. Là je me dis, ça fait un peu beaucoup, je me sens pas bien dans ce qu'il me demande de faire au niveau du mental. Je me dis, bon là maintenant j'arrête, je suis allé voir quelqu'un d'autre, et là j'ai l'impression de revivre quoi. Et là, j'ai fait, donc ça c'était en mars 2023. J'ai complètement switché, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre en prépa mentale, en psychologie du sport. Donc j'ai arrêté la prépa mentale, j'ai fait que de la psychologie du sport. Et là, j'ai eu pratiquement, voilà, pratiquement un an sans blessure. Alors il y en a eu une quand même, on sait pourquoi, parce qu'il y a eu un peu de surentraînement, un petit peu de fatigue que je n'avais pas vue. C'était l'année dernière, entre décembre 2023 et janvier 2024, j'ai eu de nouveau une petite tendinite d'Achille, mais qui n'a pas duré bien longtemps, j'ai quand même réussi à bien la gérer. Et puis, ouais, j'ai vraiment compris que ces blessures à répétition, c'était parce que mentalement, j'étais dans un état qui ne me correspondait pas, et il y avait quelque chose qui me manquait. Malheureusement, une blessure mentale, c'est plus difficile à gérer qu'une blessure physique, parce que quand voilà, on est blessé physiquement, il y a l'IRM, il y a Mhm. l'imagerie, il y a le médecin, bon voilà, t'as une déchirure de grade 1, de grade 2, faut faire un peu de ça. C'est plus facile de mettre des mots sur les mots, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Mais dans le cerveau, souvent, c'est compliqué de savoir ce qui va pas. Donc c'est pour ça, être bien entouré. Et puis là, voilà, moi, j'en profite aussi pour passer un message pour les personnes qui nous écoutent. Euh, Faut pas avoir honte de se dire je vais voir un psychologue, loin de là. Et je le vois même au sein de mes proches, hein, qui disent ouais non, psychologue, c'est parce que je suis pas bien dans la tête, c'est très péjoratif. Malheureusement, dans notre société franco-française, c'est vraiment vu d'un mauvais œil de dire purée, je vais me confier à un psychologue. Alors qu'on va regarder chez nos voisins, les anglo-saxons, chez eux, c'est ah purée, tu vas avoir un psychologue, mais trop bien, c'est parce que t'as envie de te booster, c'est parce que t'as envie d'être plus fort. Ils ont vraiment une approche complètement différente. Et donc moi je pense que même quelqu'un qui va très bien, même maintenant je vais très très bien, ces périodes de blessures ont réussi vraiment à s'estomper en travaillant vraiment mon cerveau. Moi même là en période de très très bien, je continue à voir régulièrement ma psychologue du sport, parce que voilà, ça m'apporte un bien fou. Et puis il y a aussi, voilà, quand on se dit ouais mais je me confie à mes proches, à mes amis, ok c'est très très bien, moi je dis pas, je me confie aussi à mes proches. Euh, à ma famille et tout, mais ils ont toujours un œil un petit peu qui est un peu Un biaisé. biais, Ah ouais. ouais, tout à fait, qui est complètement biaisé. Et là, bah, tu parles avec quelqu'un qui est formé à la psychologie, qui connaît les mécanismes du cerveau. Donc c'est aussi une situation qui est beaucoup plus réconfortante, et on sait que ça nous aiguille bien dans notre cheminement mental, quoi. Donc voilà, si je peux faire passer un message, c'est que n'hésitez pas à aller voir un psychologue, parce que c'est quelque chose qui peut vous booster dans plein de domaines de la vie, pas que sportif, mais même dans l'épanouissement personnel. Et même maintenant, dans ma carrière d'ingénieur, c'est quelque chose qui me sert énormément, quoi. Voilà. Merci pour ce message. Comment tu as vécu la prépa parce que tu finis Tokyo 2021. Ouais, De suite, j'imagine que tu ouais, switches vers l'objectif ouais, 2024 à la c'est ça, maison. tout à fait. Alors c'était très dur, et ça c'est aussi quelque chose qui a fait peut-être que j'ai eu pas mal de blessures, c'est que sorti de 2021, tout le monde me disait quand je suis rentré à la maison, alors moi je suis originaire d'un village, alors je dis pas un village, allez, d'une ville de 10 000 habitants, mais on se connaît un peu tous. Voilà, je vais acheter le pain le matin, je croise forcément des gens qui me disent oh, alors t'es prêt pour Paris 2024, c'est quand que t'es qualifié? Et puis en plus, c'est conseiller municipal. Ouais, en plus, bah oui, en plus, ouais, ouais, c'est vrai que ça arrange pas les choses en tant que conseiller municipal, donc c'est vrai que j'ai la double casquette, voilà, j'aime bien m'investir dans pas mal de choses, on va pouvoir en revenir, mais quand tu sors de Tokyo, tu sors d'une saison exceptionnelle, tout le monde t'attend au tournant, encore plus parce que c'est à la maison. Je me rappelle, dans les derniers mois avant Paris 2024, pour moi c'était insupportable de Ouais, la sortir. pression. J'allais à la banque, j'allais à la pharmacie, voilà, je faisais des choses vraiment du quotidien, j'allais faire mes courses, on me disait alors Baptiste, c'est pour quand, c'est pour quand? Alors je dis bah là malheureusement je suis pas encore qualifié quoi, parce que la sélection officielle sort 3 semaines avant les Jeux quoi. Donc en fait c'est vraiment cette pression permanente, je pense, qui pour moi a été très très dur à gérer, du fait que ça soit à la maison.
malgré le fait d'être bien accompagné au niveau du cocon familial, au niveau de la psychologie, malheureusement pour moi c'était très très dur de gérer ça et plein d'athlètes vont le dire, hein. Le fait d'aller à la maison, c'est on va dire une utopie de dire ouais ça va nous transcender, peut-être le jour même, mais pour y aller ça a été pour pas mal d'athlètes extrêmement dur à gérer quoi. Donc ouais, l'après Tokyo a été dur dans ce sens-là où malheureusement les Jeux étaient à Paris, il y avait que 3 ans, donc une année de moins aussi. On se dit ouais 4 ans c'est long, mais une année de plus ça fait la différence. Une année de moins aussi, pour moi c'était extrêmement dur à gérer, d'où les blessures, les remises en cause, le fait d'avoir managé remanagé nouveau mon staff, donc il y a eu pas mal de changements et les blessures, tout ça, donc ouais ça a été 3 années extrêmement, extrêmement délicates quoi. Et justement, dans blessure, t'es reparti pour un tour là, Ouais, ouais, derrière moi. ouais, bah malheureusement, alors ça je l'avais pas anticipé, je me disais bah c'est bon, Paris Ouais. 2024 c'est derrière moi, j'ai accepté de pas n'y être. Alors nouveau pour la parenthèse, je suis passé tout proche vraiment de m'y qualifier. J'ai fini quatrième au championnat de France élite l'année dernière, sachant qu'il faut être parmi les 3 premiers. Alors s'il y avait une petite particularité là, le champion de France ils l'ont pas emmené, bon ça après c'est des politiques internes à la Mm. fédération. Mais il fallait être sur la boîte au championnat de France. Donc moi j'ai fait quatrième. Le chrono pareil, donc il fallait être dans les Le trois minima. premiers et Mm. plus des minima. Les minima je suis pas passé loin non plus, j'étais à 1 seconde 5. Je sais pertinemment au fond de moi que le niveau je l'avais, il m'a juste manqué la course qui m'aurait permis de faire sauter le verrou du minima. Donc vraiment je suis passé à un fil des jeux. Mais à un moment, je me suis dit, voilà, pour l'été, bah voilà, c'est pas grave, je vais pas aller au jeu, je me reprojette, j'ai encore 26 ans à l'époque. Voilà, j'ai des belles années devant moi, il y a Los Angeles, Brisbane 2032. J'avais vraiment switché et je pensais au mois de septembre, quand j'ai repris l'entraînement, que tout allait bien se passer. Malheureusement, non, ça, je l'avais pas prévu. En fait, c'était le début d'un long tunnel dans le noir entre septembre et allez, pratiquement janvier 2025. J'ai de nouveau une tendinite d'Achille, donc quelque chose de très bénin que j'ai eu. Voilà, je connais cette blessure maintenant à force, c'est vraiment mon tendon d'Achille, malheureusement. C'est une blessure voilà, qui revient de manière récurrente chez moi. Et puis finalement, elle m'a embêté pendant 4 mois cette blessure. Et je pense savoir maintenant que c'était de nouveau un problème psychologique, en fait une blessure vraiment psychologique que j'ai pas réussi à gérer à temps. J'ai pris du temps avant de rappeler ma psychologue, j'ai attendu le mois de novembre. Alors entre septembre et novembre, il y a quand même presque 2 mois qui se sont passés. Et puis c'est pas au moment où j'appelle la psychologue que quand je raccroche ça Mm. ira mieux quoi. Et donc du coup je pense que les 2 mois qui ont suivi, donc novembre, décembre, janvier, bah, c'est le travail que j'ai entrepris pour pouvoir me soigner. En fait je pense que j'ai mal géré cette suite de ne pas être au jeu. Je pensais que c'était ok pour moi, mais en fait c'était pas ok Au pour moi. fond de toi, ouais. Il y Au a le fond de moi, contre-coup. je pense qu'il y a vraiment eu le contre-coup, que c'était pas ok pour moi, que je me cherchais un peu de me savoir, mais en fait est-ce que je me plais dans mon métier? Est-ce que je me plais dans ma carrière d'athlète? Est-ce que... Il y a eu pas mal de remises en cause sans le savoir, quoi. Est-ce que je me sens bien dans mon rythme de vie? Parce que c'est quelque chose que je fais depuis 4 ans. J'étais entièrement focus, allez, 3 ans, entièrement focus sur ce projet Paris 2024. Là, je repars pareil et en fait, j'allais droit dans un mur, quoi. J'avais rien changé au niveau de mon entraînement, Mm. malgré la rétrospective, tout ce que je m'étais dit, j'avais l'impression d'aller redroit dans un mur. Et Et puis, puis Paris, ça a été, pardon, peut-être ta première grosse contre-performance exactement, ouais, ouais, aussi. ça a été vraiment la grosse contre-performance. Bah, comme je te le disais, tout le monde me le répétait. Moi, je me voyais pas ne pas y être. Mhm. Et bah, finalement, quand finalement la sélection est sortie, j'y étais pas. C'est vrai que c'était dur à digérer. Et effectivement, ça a été plus que je ne le pensais, plus dur à digérer. Donc, il y a peut-être de ça aussi, de réussir à switcher derrière pour oublier, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. Si ça devait arriver à quelqu'un d'autre, Ouais, sans avoir cette posture de donner conseil ou quoi que ouais, ce soit, mais avec le recul, ouais, quels ont été les signaux que peut-être, tu sais, comme quand on fait un burn-out ou quoi que ce ouais, soit, il y a des petits signaux qui arrivent avant mais qu'on n'écoute pas forcément. ouais, Est-ce qu'avec le recul, tu as détecté peut-être certains signaux qui te sont propres, ouais. que tu aurais pu détecter? Les premiers signaux qui me sont propres, c'est que j'ai voulu noyer ma déception en repartant directement au charbon, quoi, Mm. directement à l'entraînement. Euh, Moi, je pense que bah, certains voilà,
personnes qui doivent faire du burn-out dans leur quotidien. Ça va être, je sais pas, je viens de me faire taper dessus par mon employeur parce qu'on a perdu un marché, parce que j'ai merdé au niveau d'un client. Bah, dès le lendemain, tu es à 6 heures, tu es déjà en train de vouloir rattraper un peu tes erreurs. C'est un peu le même principe au niveau sportif. Tu as envie de noyer en fait ta Mhm. déception en repartant à l'entraînement, replanifiant des compétitions. Tu vas voir, je vais être encore plus fort, je vais rebondir plus fort. Et ça, c'est ça, les droits dans un mur, comme je dis. En fait, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser la situation, de comprendre ce qui s'est passé, d'où l'accompagnement avec un professionnel de la psychologie. Ça, c'est vraiment le premier signal fort. Ensuite, derrière, moi, encore plus vrai au niveau sportif, c'est le corps. Le corps, il parle entièrement. Il n'y a pas que la tête, quoi. Le corps, il parle. Tu commences à avoir des douleurs de dos dans ton métier, des douleurs de nuque, de cervicales. On dit que le dos, c'est le mal du siècle, mais le dos, voilà, ça emporte tout ce qui se passe dans ta tête. Donc ça, c'est le deuxième signal aussi qui t'indique peut-être que tu es en burn-out ou peut-être que tu commences vraiment à foncer droit dans un mur. Donc j'ai plusieurs pistes comme ça. Et puis moi, je sais quand j'ai le tendon d'Achille qui commence à siffler, c'est «Ah, attention, là, il y a quelque chose qui se passe dans la tête». Donc maintenant, je le sais, j'arrive à anticiper ces signaux. Mais c'est toujours plus facile maintenant à dire après coup Mhm. qu'au moment où on est confronté à la situation. Ça je le conçois très fortement, quoi. Et justement, derrière, tu as mis en place une feuille de route pour la saison Ouais, de 24-25, ouais, où tu t'es fait un planning quasiment mois par mois ouais, de ce c'est que tu allais ça. faire, les stages, etc. Exactement, ouais, ouais, ça c'est quelque chose que j'essaye de faire régulièrement chaque année. Alors même s'il y a des ajustements de dernière minute, voilà, moi j'avais prévu de partir en Afrique du Sud pour m'entraîner, ce que j'ai annulé parce que par rapport à mon physique actuellement, je sais que c'est pas possible. Des fois, je pense qu'il faut aussi Tu te retrouves à Pau, c'est pas si mal. Ouais, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais je pense que des fois, il faut des fois avoir la justesse et pas avoir peur en fait de revoir tes objectifs à la Mm. baisse. Souvent, c'est ça. Alors, voilà, moi, je fais du haut niveau, du sport de très haut niveau. On dit c'est bien d'avoir des gros objectifs, d'être hyper ambitieux, mais des fois, faut pas avoir peur non plus de revoir tes objectifs à la baisse parce que des fois, ça permet justement de te soulager d'un poids. Moi je disais, les Jeux Olympiques, voilà, c'est quand même l'ultime graal de pas mal d'athlètes. Quand ça arrive pas, tu te prends un camion en pleine face, quoi. Et puis pouvoir remettre un petit peu le curseur un peu en dessous, ça permet de donner un peu plus de relâchement, un peu plus de soulagement et de pouvoir justement avancer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un peu moins de stages, de rester un peu plus local, donc chez moi avec mon staff et tout, et aussi de changer ma manière de m'entraîner, quoi. À un moment, je me disais, avec mon entraîneur, faut faire plus de bornes, faut faire 120, 150 km par semaine. En fait, pareil, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de blessures ces dernières années, donc peut-être revoir cette feuille de route de faire beaucoup de bornes. Et maintenant, je vais faire plus de sport croisé, donc plus de natation, plus de vélo elliptique. Ça paraît bête hein, pour quelqu'un qui court, de se dire mais qu'est-ce qu'il va foutre sur un vélo, qu'est-ce qu'il va foutre en piscine? En fait, finalement, c'est ces petits détails qui peuvent faire la différence dans l'autre sens. Bien sûr. Ouais, voilà, des fois, faut pas hésiter à revoir un peu ses objectifs, sa feuille de route, et pas hésiter non plus, je pense, moi j'appelle ça l'innovation dans ma tête. L'innovation, voilà, je suis ingénieur, ça me parle beaucoup, c'est sortir des sentiers battus justement pour trouver une manière de performer, mais pas par la voie royale, quoi. Donc c'est ça vraiment, donc prendre des risques d'un autre chemin pour pouvoir surperformer, vraiment c'est clairement ça, quoi. Et est-ce qu'il y a une période de ta vie, soit en 2024 ou ailleurs, où tu as failli tout arrêter en te disant voilà le contre-coup, ou tu as gardé quand même cette flamme en toi? Alors ouais, il y a 2 moments où j'ai failli arrêter. C'était en septembre 2019. Donc 2019, je disais, c'est la dernière année, en espoir, donc moins de 23 ans. Je n'ai pas fait une super bonne saison. J'ai fait 4e au championnat d'Europe espoir, donc quoi, qui reste avec du recul, avec une excellente performance, hein. Mais moi qui visais, un podium à ce championnat-là, ça m'a fait un gros coup derrière la tête. Pareil, 4e au championnat de France élite la même année. Je rate aussi les championnats du monde senior qui étaient à Doha en 2019. Pour moi, j'ai dit, bah voilà, ça m'énerve de se prendre que des 4e places, que des coups du destin. Je me rappelle très bien, j'avais une discussion avec mon frère et mon père. Je dis, ouais, c'est bon, là j'arrête, j'ai plus foi en rien. Là, ça m'énerve, quoi. M'entraîner pour si peu de résultats, me donner corps et âme tous les jours, là, j'en peux plus. Et puis il me disait, non, non, là, tu peux pas arrêter. Là, t'es à la dernière marche, quoi. Il dit, tu le Hmm. vois pas, mais t'es vraiment à la dernière marche d'exploser. Je
dis, bon, écoute, je me donne une saison. Donc, c'était 2019-2020. Je me dis, je me donne une saison. On verra bien fin 2020 ce qui se passe. Alors, voilà, on sait tous que 2020, ça a été bizarroïde, hein, voilà, Covid, confinement. Moi, je me rappelle très bien, juste avant le confinement, j'étais 3 semaines et demie, donc 25 jours en Éthiopie. Donc, premier stage en Afrique de l'Ouest avec les cours des hauts plateaux, qui a été pour moi une expérience enrichissante, qui a été juste incroyable, d'un point de vue humain, vraiment. D'un point de vue sportif, c'était aussi cool, hein, je me suis bien entraîné, j'ai bien progressé. Mais humainement, ça m'a vraiment mis une claque, quoi. Quand on voit que nous, en Europe, on se plaint pour le moindre chose, je sais pas, voilà, il y a plus d'eau, il y a plus de café à la machine, par exemple, on va se plaindre, ah purée, qui est-ce qui a pas rempli la machine à café? Bah là-bas, c'est simple, le café, bah, ils doivent aller le cueillir à la main, enfin, le récolter, le torréfier eux-mêmes. Voilà, rien que ça, c'est une analogie qui, pour moi, parle beaucoup. En fait, ils ont rien, mais tu as l'impression qu'ils sont plus heureux que nous. C'est dingue, ils sont démunis de tout, ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils ont presque pas de maison, ils peuvent pas se laver, ils ont même pas de chaussures pour courir, ils courent pieds nus à côté de nous. Nous, on a les dernières paires de chaussures, lames carbone, tout ce que tu veux. Eux, ils ont rien du tout. Donc moi, ça m'a mis une claque déjà d'avoir été en Éthiopie. Je suis rentré de là complètement changé. Il y a eu le confinement. Et j'ai vraiment surfé, je pense, que sur cette tendance de me dire, en fait, ok, on est confiné, on est en famille, ça va quoi. Bon, Il y a pire. il y a pire. Bon, ok, il y a des gens qui meurent malheureusement du Covid et il y a les services hospitaliers qui sont complètement sous l'eau. Mais moi, honnêtement, je peux pas me plaindre sur mon sort. Et donc 2020, ça a été pour moi une libération dans le sens au niveau de l'entraînement. J'avais du temps de faire tout ce que je voulais, quoi. J'étais à la maison en respectant forcément le cercle de 1 km autour de la maison. J'ai la chance d'habiter en bordure du village, donc de pouvoir faire mon tour. Mais j'ai vraiment surfé sur cette opportunité de mieux m'entraîner, voilà, de simplement mieux m'entraîner. Et puis fin 2020, quand il y a eu la saison qui a un peu repris, donc entre août et septembre, bah là pareil, j'ai explosé de presque 2-3 secondes mon record personnel sur 1500 mètres. Et puis voilà, j'ai dit à mes parents, bah écoute, là je suis à ça des Jeux Olympiques, cette année prochaine, bah, j'arrête pas quoi. Voilà, je continue. Donc cette année a été extrêmement formateur. Et puis voilà, de nouveau, je pense que l'étoile était de nouveau alignée et m'a de Mm. nouveau suivi dans cette destinée. Et après, le moment de tout arrêter, je me suis aussi posé cette question là au mois de septembre quand j'ai eu de nouveau une blessure, que j'ai loupé les Jeux Olympiques. Mais là, c'était un peu différent. C'était aussi d'un point de vue en fait, parce qu'à l'époque, j'étais étudiant, j'étais chez mes parents. Financièrement, enfin, c'est mes parents plus ou moins qui, voilà, j'avais pas de revenus à proprement parler, mis à part un peu au niveau sportif. Là, ça a été plus, bah, en fait, comment tu vas t'organiser dans ta vie d'adulte. Voilà, je me projette d'habiter avec ma copine. Comment retrouver des partenaires, des sponsors. Bah voilà, vivre tout simplement, parce que je vais pas te le cacher, mais quand tu es athlète de haut niveau, tu n'arrives pas à vivre que des revenus de tes partenaires ou de tes sponsors. En fait, tes partenaires et tes sponsors, ils te permettent juste de financer ta saison. Mais Mm. d'ailleurs, tu mets pas d'argent de côté, quoi. Donc, vas-y à la banque pour dire j'ai envie d'acheter un appartement, faire un prêt et tout. Ils vont regarder, ils disent mais en fait, vos revenus, vous n'avez pas de CDI, vous avez rien, quoi. Vous êtes quoi, athlète de haut niveau? Le jour où Bon, sur le papier, c'est sympa. Ouais, c'est ça, mais le jour où le partenaire a plus envie de te donner, bah t'as plus de rentrée d'argent, alors que voilà, le CDI ou ce genre de choses, c'est un peu mieux. Donc voilà, moi j'ai pas à me plaindre parce que voilà, j'ai un employeur à côté, mais ça a été plus une réflexion de est-ce que j'arriverai à m'en sortir dans ma vie, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Alors pareil, j'ai nouveau eu le soutien bien de mes proches, de mon entraîneur, de tout le monde me dire, mais en fait, t'es nouveau à un step de retrouver ton super niveau que tu as eu en 2021. Je me dis, voilà, maintenant, ça va nouveau mieux. Après, il y avait le contexte blessure aussi. Je dis, purée, je peux pas m'entraîner, ça m'énerve. Je suis nouveau parti pour des longs mois de blessure. Donc, il y avait aussi cette remise en compte au mois de septembre 2024. L'effet aussi amertume des Jeux Olympiques. Donc, c'était dans un autre contexte pour moi à ce moment-là, quoi. J'ai deux questions. Ouais. La première, comment tu as trouvé les ressources et quelles ressources tu as trouvé pour avoir cette capacité de résilience et de rebondir et de repartir? Et la deuxième, qui a un peu rien à voir, mais du coup, je te laisse parler, donc ça me Ouais. fait mûrir des questions. Comment tu as réussi vis-à-vis des partenaires, soit à les garder, soit à trouver les bons mots avec eux pour qu'ils soient en trouver de nouveaux, pour qu'ils te suivent dans cette nouvelle étape jusqu'à 2028? Alors ouais, donc pour la première question, quelles ressources j'ai pu mettre en place pour sortir et justement avoir la résilience nécessaire? En fait, sans m'en rendre compte, je pense que
tout au long de ma carrière, j'ai toujours fait preuve de résilience parce qu'il y a, voilà, quand je dis, je reste toujours à un tableau très rose, mais il y a eu énormément de petits moments de doute à chaque fois. Et en fait, c'est tout simple, hein, mais il n'y a pas de recette magique. Je me pose la question, mais en fait, pourquoi tu as commencé dans cette voie? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans ce sport? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui te donne la foi de courir? Et moi, en fait, la foi, c'est tout simplement, je vois le petit Baptiste qui est en train de courir là sur le stade d'athlétisme, qui sent l'odeur du tartan chaud. Voilà, très, très simplement. Par rapport à mon mentor, par rapport à Hubert, tout ce qu'il m'a légué, tout ça, je me dis, en fait, c'est ça qui me correspond, c'est moi-même. En fait, demain, je me vois pas, même après ma carrière, parce que ça arrivera forcément un jour quand je serai un peu plus rouillé, il y aura bien un moment où il va falloir que ça s'arrête, mais je me vois pas arrêter de faire le sport. Je pense que c'est dans mon ADN, c'est inscrit. Et donc je pense que ça me démangerait trop de dire maintenant j'arrête, je raccroche les pointes. Je pense que ça fait pas partie de moi-même. Donc tout simplement, moi, les ressources, ça a été de me dire pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'en suis là et pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est de mettre mes pointes et d'aller faire une compétition, mettre un dossard et courir, quoi, et de me confronter aux autres et avoir des belles victoires comme des défaites parce que ça fait partie du sport. Donc ça, c'est vraiment tout simple, mais c'est ça vraiment les ressources qui m'ont permis de rebondir et de faire preuve de résilience. D'où Et l'intérêt d'avoir un pourquoi fort pour se rappeler dans ces moments de doute. exactement, un pourquoi fort. Et puis derrière, moi je disais que voilà, le travail et la passion, c'est quelque chose qui est très fort, de ce que m'a légué Hubert, qui était quelqu'un qui est très acharné, très, très, très adepte du travail. Pour moi, le travail paye toujours. Voilà, Hmm. quoi qu'il arrive, j'ai T'es pas le des... premier à dire ça. Ouais, ouais, je suis pas le premier à dire ça, je sais. Mais même dans Mais ma c'est vie, vrai. ouais, même dans ma vie d'ingénieur, je sais que en fait, quoi qu'il arrive, le travail va toujours payer à un moment ou à l'autre. On ne le voit pas forcément de premier abord, mais sur le long terme, ça va toujours payer. Donc ça, c'est vraiment ce que je me dis. Voilà, en si bon chemin, voilà, même si Paris 2024, ça n'a pas été pour moi l'objectif ouais, que j'ai réussi à réaliser. Je pense que le travail que j'ai fourni jusqu'à là, il n'est pas perdu. Le corps a une mémoire, et puis ça va peut-être switcher sur 2025-2026. Et puis derrière, comment retrouver la confiance des partenaires? Ça, c'est une grande question. C'est pas facile. Ouais, je ne vais pas te le cacher qu'actuellement, j'ai pas encore eu de retour de mes partenaires qui m'ont suivi en 2024. Parce qu'ils ont quand même mis, honnêtement, on va pas se le cacher, mais ils ont quand même mis pendant 4-5 années beaucoup d'argent sur la table pour pouvoir financer chaque Bien sûr. saison pour atterrir à ce but. Donc je peux comprendre que certains partenaires historiques me disent, bon, on t'a aidé pendant 4-5 ans, je t'avoue que c'est un peu compliqué, on peut pas faire ça pendant 20 ans, pendant toute ta carrière, quoi. Ce que je comprends. Donc après, voilà, comment faut faire? Alors déjà, j'ai la chance que mon employeur a continué dans le projet. Donc voilà, en septembre 2020, j'ai signé en CDI, j'étais en CDD, j'ai signé en CDI. Ils ont dit, on t'accompagne encore, si tu as envie de faire du sport de haut niveau, on t'aide encore, il n'y a pas de souci. Alors forcément, Septembre 2024? 2024, pardon, j'ai dit quoi avec 2021? 2020. Ouais, ouais, 2020, donc septembre 2024, donc là, septembre qui vient de venir, qui est venu, ouais. Ils ont dit on s'engage avec toi, voilà, chaque année on va renégocier en fonction de tes perfs, ce qui se comprend, parce qu'ils vont pas me dire bah, pendant tes 20 ans de carrière. Chèque en blanc. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ce qui se comprend, mais pour les autres partenaires, parce que donc ça, c'est, voilà, j'ai un CDI, j'ai un salaire d'ingénieur qui rentre, mais derrière, ça, comme je disais, ça me permet juste de vivre, quoi. Derrière, financer la carrière, c'est beaucoup plus cher, quoi, les déplacements, les avions, les stages. Là, il me faut d'autres partenaires. Et là, je t'avoue que honnêtement, actuellement, c'est compliqué. Alors, voilà, c'est pas je vais chouiner, envoyer un mail en leur disant il me faut absolument de l'argent. Non, je pense que là où il faut trouver les mots forts, c'est dire qu'est-ce que moi, en tant qu'athlète, je vais pouvoir vous apporter au niveau de votre entreprise. Je pense que c'est une démarche que j'avais quand j'étais plus jeune, parce que je savais pas trop m'y prendre et que j'avais un peu moins d'expérience. C'était s'il vous plaît, sponsorisez-moi, il me faut de l'argent. Là maintenant, c'est voilà ce que je peux apporter pour votre entreprise, voilà mon projet, voilà qu'est-ce que la plus-value enfin, que je peux vous apporter en tant qu'athlète. Et là, tout de suite, ça fait du sens pour les patrons d'entreprise. Et surtout, après, je ne vais pas dire c'est facile, mais la performance sportive est très liée à la performance des collaborateurs et à la performance en entreprise. Donc, on arrive à faire des parallèles, on arrive à organiser des séminaires super sympas autour de ça. Donc, je pense que maintenant, avec plus de recul, j'ai peut-être plus d'arguments à mettre sur le devant de la table pour retrouver des partenaires, quoi. Hmm. Voilà. Et ne pas vendre que tes performances, quelque part. Exactement, oui, c'est ça, c'est ça. Souvent, on caractérise que un athlète par
parce qu'il est sur le papier, au niveau performance, bah, Baptiste il a couru 3,32 au 1500 mètres, une 45 au 800, voilà, il est quoi sur l'échelle mondiale? Mais d'ailleurs, il y a toutes les valeurs humaines, on reste des Ouais. êtres humains, on n'est pas des robots, donc forcément, Et je pense que cette analogie, tu l'as aussi dans les clubs pro collectifs, où certains clubs pro, que ce soit rugby, basket, foot, etc., ils sont vraiment sur uniquement la performance, mais quand il n'y a pas, comment tu entretiens cette ferveur? Et si tu n'as pas créé un lien qui est plus fort, qui est au-delà de simplement bien les sûr, résultats, ben, tu vas le voir dessus sur la billetterie qui chute de 10%, tout à fait. etc. Alors que tu as d'autres stades, d'autres clubs par exemple, où les résultats, ben, ils ne sont pas tout le temps au top niveau, Ouais, et c'est pas, tout le monde n'est pas le PSG. ouais, Et pour autant, ben, le stade il est tout le temps plein. Il y a ouais, toujours cette ferveur parce qu'ils ont trouvé d'autres leviers, tout à justement, fait. qui sont au-delà de simplement la Ouais. performance. Bah, c'est bien ce que tu le dis parce que moi donc du coup je suis originaire de Strasbourg quoi et on a un bon club de foot qui se porte plutôt bien en ce moment, c'est le C'est vrai. Racing Club de Strasbourg Qui fait une belle et remontée. qui fait une belle remontée et justement en fait quand tu regardes les stats sur allez, les 10 dernières années, ils ont leur jauge de spectateurs qui est tout le temps plein. Et tu demandes, et même actuellement, c'est dur d'aller acheter pour un samedi soir un billet parce que 80% du stade, c'est des abonnés, quoi. T'as du mal vraiment à trouver une place pour le stade de la Méno. Et quand tu demandes vraiment au président du club, mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Bah, c'est exactement ce que tu dis. J'ai réussi à créer vraiment une ferveur entre les supporters et le club et les joueurs. Vraiment une communion d'ensemble qui font que, quoi qu'il arrive, les supporters ils seront là, ils vont te soutenir. Et je pense, moi, dans un sport individuel, c'est la même chose, quoi. Si j'arrive à avoir des partenaires et si des personnes vont croire à mon projet, c'est parce que j'arrive vraiment à créer un ciment et un lien C'est entre vrai. eux qui font que, au-delà de mes performances et quoi qu'il arrive, ben, ils savent que peut-être humainement, sur plein d'aspects, je vais pouvoir leur apporter des choses. Et puis moi, je conçois que, voilà, derrière la tête que je suis aussi un être humain et j'ai aussi d'autres choses à faire valoir, quoi. Donc, totalement, hein, c'est très vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un sentiment Mm. d'appartenance au projet. C'est C'est ça qui est ça, tout à intéressant. fait. Ouais, ouais. Et justement, sur les à côté, ce qui est hyper intéressant dans ton profil, c'est que tu allies aussi bien le sport que le milieu de l'entreprise, on C'est va dire ça. un peu plus classique, Ouais, et qui te permettent aussi de faire les ponts et de trouver, je pense, un certain équilibre. À côté de ça, tout à tu fait. fais aussi des conférences et des interventions, tu disais en séminaire. C'est ça, tout à fait. Ouais, moi j'arrive à faire bah, comme je le disais, pendant mes études, j'arrivais très bien à trouver la rigueur et la justesse que je mettais dans mon entraînement, j'arrivais à la transmettre facilement au niveau de l'exigence de mes études. Et là, dans mon métier d'ingénieur, c'est un peu la même chose, même si c'est un peu moins poussé, on va pas se le cacher. Il n'y a pas une note à la fin du mois, même si voilà, il y a les deadlines à remplir pour le client et tout. Mais il y a quand même cet aspect où j'essaye d'être précis, carré dans ce que je fais au niveau de mon métier. Et derrière, j'essaye aussi de transmettre un peu ma passion pour les choses bien faites auprès de mes collègues, auprès de l'entreprise, quoi. C'est sûr. Quand ils voient que sur mon Strava, je suis en train de courir tous les jours et tout, ils se disent, mais purée, mais comment tu fais? Bah voilà, je leur donne deux, trois petits tips, ça les motive. Je leur dis, mais tu vois, si je vais courir le matin avant d'aller au boulot, je vais me sentir hyper frais et pas fatigué. Et puis quand tu te dis ça, et ben derrière, ils vont se dire, ah bah pourquoi pas faire pareil. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Et puis ouais, après, sur les séminaires, j'ai pu en faire avec certaines entreprises qui avaient besoin justement un peu de savoir comment voilà, surperformer en entreprise, surperformer dans leur métier. Bon, voilà, moi j'ai pas de recette magique à leur donner. Voilà, je leur dis pas, voilà, faut faire ça, 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 ça. Mais je leur dis juste, moi, mon quotidien, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais. Et puis, euh, et puis aussi, après, on parlait beaucoup de psychologie, préparation mentale. Moi, je pense que c'est un des piliers forts pour tenir sur le long terme dans une carrière. C'est avoir un cerveau qui est endurant aussi, tout autant que les muscles, c'est avoir un cerveau qui est endurant et d'avoir toujours une prise de recul sur ce qu'on fait. Donc voilà, moi je fais beaucoup de thèmes de résilience en entreprise, de performance en entreprise, mais là où je vais, voilà, les méthodes que je vais donner, il n'y a rien de fou, hein. Moi je transfère juste ce que je fais au niveau du sport, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche aussi quand je suis ingénieur, mais il n'y a rien de fou, hein. C'est vraiment sur toutes mes valeurs de base que j'arrive à capitaliser le retour d'expérience, quoi. Voilà. Et alors justement, je sais que tu es quelqu'un qui aime transmettre, qui aime Ouais. partager. C'est quoi le message que tu aimerais partager aux plus jeunes, que tu aimerais transmettre? Ouais, bah pareil, hein, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis très, très féru de travail, de patience, de rigueur et de persévérance. Moi, je leur dis toujours aux jeunes, c'est ne lâchez jamais vos rêves, quoi.
Je me rappelle très bien, j'avais fait une dictée d'ELA parce que je suis parrain de l'association ELA, donc l'association européenne des leukodystrophies. Et chaque année, au mois d'octobre, il y a justement la dictée d'ELA. Et je me rappelle avoir été face à des élèves de troisième qui étaient en décrochage scolaire. Et puis, moi, je leur ai transmis un message, voilà, en rapport par rapport à la dictée justement qu'il y a eu, qui était aussi dans le sens où il faut croire en ses rêves. Et moi, je leur ai fait une petite anecdote, ben, celle que je viens de te dire, qu'en 2019, j'étais à deux doigts d'arrêter ma carrière parce que je croyais plus en rien. Et je leur dis, franchement, croyez en vos rêves, il n'y a personne sur cette terre, il y a, à part vous-même, qui peut vous dire que vous n'y arriverez pas et que vous ne serez pas capable. Et puis ça a fait écho par rapport à leur situation, ils étaient en décrochage scolaire, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient ici. Je leur aurais dit, voilà, si demain tu as envie de faire, je sais pas, maçon, boulanger, j'ai pas d'a priori sur les métiers, mais souvent chez les parents, tu te dis, tu as les capacités de faire des grosses études, tu te dis, ouais, j'ai envie de faire boulanger, ils te disent, non, mais attends, tu peux faire mieux et tout. Mais si c'est votre rêve, si c'est ce que vous voulez faire depuis toujours, si je sais pas, tu as envie d'être DJ, tu as envie d'être producteur de films, mais je leur ai dit aux gamins, mais lancez-vous, n'ayez pas peur. Franchement, personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas capable. Et moi, X fois dans ma carrière, j'ai pu entendre des gens derrière mon dos qui me disent, ouais, de toute façon, Baptiste Michler, il est cramé, il est mort, il fera plus rien. Bah, nombre de fois que j'ai réussi à prouver qu'en fait, ces personnes avaient tort. Et donc, du coup, voilà, je leur dis vraiment, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous faites. Il y a pas de secret, quoi. Si vous avez la foi, l'envie, le travail et de mettre les choses en place pour réussir, bah, rien pourra vous arriver. Enfin, rien pourra vous arriver, mais vous pourrez au moins avoir des belles choses dans votre vie tant que vous croyez en vous-même. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur le travail et la détermination. Donc voilà ce que je leur dis très sincèrement aux jeunes. Et puis quand je suis sorti de là, je me rappelle très bien de cette classe de troisième. Ils avaient des étoiles plein les yeux, vraiment. Au début, ils se demandaient, purée, c'est qui le Gugus là qui va nous parler pendant 30 minutes là, et bah finalement ils sont sortis là avec la banane et là, franchement, j'allais gagner quoi, parce que moi, c'est ce que j'ai envie de faire quoi. J'ai envie de transmettre aux jeunes et de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses pour l'avenir quoi. Et puis ce sont les bas qui forgent les hauts, il paraît. Exactement, tout à fait. Non, non, c'est vrai. Moi, je pense que dans ma carrière, j'en apprends plus de mes défaites que mes belles victoires. Parce qu'en fait, une victoire, donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup en séminaire. Une victoire, je ne vais pas dire que ça apprend rien, mais en fait, on l'efface vite parce qu'on fait une victoire, ok, tout est top, nickel. Voilà, je suis champion de France en 2021, tout est nickel au niveau de l'entraînement. En fait, tu sais plus sur quoi agir pour progresser encore Mm. davantage. Tu es là, tu dis, ok, bah, je passe à la suite, je passe à la suite. Ok. Mais quand tu as une défaite, tu te dis, bon purée, qu'est-ce qui a merdé aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a manqué? Et donc tu sais sur quoi tirer, et tu sais en tirer les enseignements pour progresser. Le problème, ouais, pour moi, c'est plus difficile de gérer une victoire que gérer une défaite. Et ça, souvent, c'est le thème qu'on aborde en entreprise. Et il y en a certaines personnes avec qui j'ai pu parler, ils me disaient, non mais en fait, tu as totalement raison, parce que quand on décroche un bon contrat avec un bon client, etc., on est complètement euphorique. Mais en fait, on ne sait pas comment avancer encore plus, quoi. Mm. On est vraiment dans la ligne droite, dans la continuité. Mais quand on a une chute, quand vraiment on a un moment où on est moins bien, on sait parce qu'on apprend, on sait ce qui a merdé, on fait une analyse, etc. et tout. Et moi, je le ressens aussi au niveau du sport. Je pense que j'apprends beaucoup plus de mes défaites que de mes victoires. Mm. Et les victoires, c'est beaucoup plus difficile à gérer, quoi. C'est comment tu transformes les contraintes en opportunités, notamment. Exactement, ouais, c'est Et, ça. et justement, il y a peut-être aussi ce facteur-là où on n'a pas une capacité à analyser les réussites et les victoires. Parce que quelque part, comme c'était un objectif et qu'il est atteint, Ouais, bah, c'est là-bas, c'est normal. Alors je parle dans le sport, dans l'entrepreneuriat, ouais. etc. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on n'a pas cette capacité, cette éducation à analyser les victoires. Mais pourquoi ça marchait au final? Ouais, ouais, Pourquoi non. juste contrat? Pourquoi juste cette personne? Bah, c'est ça, on est vraiment formaté, je pense, de se dire défaite, enfin échec, problème. Mais on se dit pas victoire, est-ce qu'il y a un problème derrière? Peut-être il y a quand même des choses à réajuster. Et non, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que le fait de vraiment remettre à plat régulièrement les choses, même quand ça a bien marché, je pense qu'il faut le mettre en place régulièrement. Mais c'est quand même une tendance quand même difficile et je pense que c'est dans la nature humaine, hein. C'est très difficile de se remettre en cause au moment où on a gagné quelque chose, quoi. Et ça me rappelle une interview qu'avait donnée Claude Onesta, donc, qui a été à l'époque, en 2012, entraîneur de l'équipe de France de handball, qui a fait donc, championnat, ou 2008, je sais plus quelle période c'était. Ah, il est Ouais, resté longtemps. voilà, et il disait, alors c'est une connaissance qui disait en off, alors je ne sais pas s'il l'avait dit à la télé ou c'est une connaissance qui m'a dit, il l'a dit en off,
le coup de sifflet n'était même pas encore fini de la finale, il se posait dans la tête la question: «Comment je vais faire pour casser cette médaille?» Et quand on m'a raconté voilà, cette histoire, moi, ça m'a énormément parlé, quoi. En fait, l'entraîneur se projette déjà à se dire: «Purée, ils ont gagné, comment je vais faire pour pouvoir qu'ils gagnent à nouveau dans 4 ans? Qu'est-ce qu'on va faire pour casser cette euphorie? Mhm. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour encore progresser, pour être les meilleurs?» Parce que forcément, quand tu es le meilleur, tout le monde a envie de te battre derrière. Toi, tu restes sur ce que tu as fait et tu oublies des fois un peu d'innover, comme je le disais avant, et de pouvoir progresser. Et c'est vrai dans tous les domaines, quoi. C'est comment faire pour encore progresser, encore se remettre plus haut que ce qu'on a fait quand tout fonctionne bien. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement délicat, quoi. Et c'est vrai que tu as le parallèle, sans citer de nom, mais à fréquenter des entrepreneurs où on discute beaucoup. Il y en a un qui a partagé une fois, c'était quoi, il y a quelques mois, il y a un an. Et il a compris ça il y a quelques mois. Et il a sa boîte depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je ne vais pas trop en dire pour pas trop dévoiler le secret. Mais en gros, dans son activité, ben, depuis la sortie de Covid, après, ça a été, tu vois. Et là, il a analysé que, en fait, il se faisait chier pendant 2 ans. C'est le terme à lui. Ouais, Parce que tout allait bien. Et comme ça allait, il était dans une sorte de, ben, tu vois, tu as le bateau là qui avance à flot continu, mais au final, ben, il se passe rien. Il y a pas de vague, il n'y a rien. Et en fait, il est fait, comme toi je pense et ouais, comme beaucoup d'autres, ouais, à travailler, à aimer un peu le chaos, tu vois. ouais. Et là où il y a du moins bien, ou dans son milieu, ben, comme beaucoup de milieux, Mm, le contexte économique depuis un petit moment, ça ouais, bat un peu de l'aile. Ben là, en fait, le fait de pouvoir rechercher des solutions, être dans la contrainte, se gratter la tête, tu vois, dans le bon sens du terme, ouais, ben là, quelque part, il aime ce moment-là, tu vois, ouais. Ouais, non, mais tout à fait. Enfin, moi, c'est d'autant pour plus. faire le parallèle. Ouais, c'est parallèle par rapport au sport, par rapport à ma vie d'ingénieur. Euh, il y a des moments, forcément, bah, comme ce que tu dis, en fait, c'est du bore-out, hein. C'est pas du Hum, burn-out, c'est du bore-out. c'est ça. Tu t'ennuies dans ce que tu fais parce que tout est linéaire, en fait. Ça fonctionne même trop bien ou ça fonctionne bien, mais il n'y a pas assez de. Ouais, justement, il n'y a pas assez de va-et-vient, de contraintes à gauche, à droite. Du coup, tu t'ennuies très vite et en fait, t'es déstabilisé. Moi, je le vois, en fait, quand je me casse pas la tête sur des problèmes mathématiques ou des problèmes d'ingénierie, bah, je m'ennuie très très vite au boulot, quoi. Enfin, moi, je le dis des fois à mes collègues. Purée, des fois, quand c'est du clic-bouton, bah après, voilà, c'est des tâches qu'il faut faire des fois. Il y a un peu de clic-bouton sur la souris de son ordinateur. Je m'ennuie très vite. Mais au moment où on va se dire, bon, écoute, là, on a un projet qui est un peu plus délicat, il va falloir un peu plus d'expertise, se creuser la tête. Voilà, directement, tu vois, il y a les lumières qui s'allument. Et alors, je vais le dire au niveau du sport, au moment où c'est un peu difficile, où voilà, tu as un peu de moins bien, où tes performances sont pas top non plus. Pour moi, en fait, maintenant avec l'expérience, je sais que c'est à chaque fois une opportunité pour moi pour pouvoir à nouveau progresser. Là, je l'ai compris cet hiver avec ces 4 mois de blessure. J'ai compris qu'en fait, maintenant avec du recul, ça a été une opportunité de switcher au niveau de repartir d'une feuille blanche au niveau de Hum. l'entraînement, de revoir ce que tu peux faire pour revoir un nouvel horizon et nouveau une marge de progression. Donc, ouais, je pense que malheureusement, enfin, je sais pas si c'est comme ça partout, mais je sais qu'il y a quelques personnes, individus sur cette terre, dont moi, qui aiment pas s'ennuyer, quoi. Donc des fois, qu'on est un peu dans la contrainte, c'est là qu'on est stimulé, quoi. Et puis voilà, moi, j'aime beaucoup écouter de la musique, et puis c'est quand tu regardes le film sur le groupe Queen, là, donc Bohemian Rhapsody. Tu le vois très bien quand Freddie Mercury, ben, en fait, il va partir en solo faire sa carrière. En fait, il a rien donné enfin, je vais pas dire qu'il a rien donné, mais il a pas créé les mêmes hits qu'ils ont fait quand il était avec Queen. Et puis quand il revient, bah, finalement, ils ont compris que c'était dans la contrainte et dans l'affrontement entre les membres du groupe qu'ils ont réussi à se surpasser. Et donc ça me donne toujours, quand je vois cette analogie, vraiment de dire, en fait, ils ont fait des tubes qui ont été planétaires et qui durent toujours. Et en fait, quand tu vois le film reportage, tu comprends, en fait, ils ont été dans la confrontation toujours. Et je pense que c'est partout. Moi, je pense que même au niveau de mon entreprise, je pense que des fois, qu'on arrive à faire des super projets, des choses qui sont phénoménales, c'est parce qu'en fait, à un moment, on était sous tension et était un peu sous l'eau et qu'on a réussi vraiment à se retrousser les manches. Et souvent, tu es au fil du rasoir et c'est là qu'en fait, tu arrives à surperformer. Et je pense dans pas mal de domaines de la vie, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Et pour faire le parallèle avec toi, le fait de repartir sur une feuille blanche et d'avoir eu cette Ouais, contre-performance, ouais, tu t'es sûrement posé des questions
que tu ne te serais pas posé si tu avais Exactement. performé, Ouais. et que d'autres ne vont pas se poser parce qu'ils ont performé. Ouais, tout à Donc, fait. Ouais, c'est ça. Alors voilà, mis à part les extraterrestres qu'on a dans notre sport, donc je vais dire Mondo Duplantis qui saute encore là, 6,25 m ou 26 à la perche. bon, d'ici à ce qu'on diffuse le podcast, il aura pris le Ouais, centimètre, pareil. voilà, c'est ça, il aura nouveau battu le record du monde. À part quelques extraterrestres, voilà, enfin, voilà, moi je pense à Léon Marchand, même lui, je pense que j'ai encore lu un truc récemment, que là, a priori, c'est délicat son après-Jeux Olympiques. Je pense, mis à part certaines personnes, je pense qu'il y a tous les athlètes de haut niveau, ils se remettent toujours en question pour surperformer, ils ont des moments de moins bien. Moi, je vois même le leader de ma discipline, donc c'est un Norvégien, il a aussi eu l'année dernière, voilà, une blessure. Voilà, une blessure qui a duré quand même, bah, c'était la même que moi, c'était fracture de fatigue au sacrum, donc c'est une blessure qui est quand même typique des coureurs quand on en fait beaucoup, quand on surcharge beaucoup. Et bah finalement là, moi je vais te dire peut-être que cet été, alors je sais pas quand il va diffuser le podcast, mais peut-être cet été il va battre le record du monde du 1500. Alors que l'année dernière, il a fait une saison vraiment difficile, il n'a pas fait champion olympique du 1500 comme ça aurait dû l'être. Et je pense que là, cette année, il va surperformer parce qu'il a été dans un moment vraiment de moins bien. Donc dans tous les niveaux, à toutes les échelles, Léon Marchand, je pense qu'aussi il va revenir encore Ouais, plus fort l'interview est sortie il y a Ouais, 2-3 jours. Ouais. ouais, c'est ça. Donc ouais, à part certains extraterrestres qui surveillent leur sport, voilà, je pense notamment aux perchistes, mais je pense tout le monde est en train C'est le de... cas de le dire. Voilà, c'est ça. On arrive sur la fin de cet épisode. Ouais. Est-ce que toi, il y a des personnes qui t'inspirent, que ce soit personnalité ou sportif, et que tu trouves inspirant de par leur parcours? Alors ouais, moi j'ai eu la chance de rencontrer, donc en 2014 j'ai fait les Jeux Olympiques des jeunes, donc Ouais. c'est aussi un événement qui arrive tous les 4 ans, où tu as un peu moins de chances d'y participer dans le sens où c'est enfin, une génération tous les 4 ans du coup, parce que là c'est chez les jeunes qui peuvent y participer. Moi j'ai eu la chance de tomber dans l'année d'âge qui pouvait faire les Jeux Olympiques des jeunes, donc ça c'était en 2014, c'était en Chine et le chef de délégation était un certain Tony Estanguet. Et donc là, moi, bah, j'ai pu découvrir qui était cet athlète, quoi. Donc je savais avec ses 3 médailles olympiques qui c'était, mais j'ai pu, avec l'insouciance de jeunesse, parler avec Tony Estanguet. Et maintenant, quand tu vois là, qui est-ce qu'il est devenu, donc chef vraiment de Paris 2024, l'après-carrière qu'il a eu, pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant de la part aussi de sa manière de parler, de sa manière d'aborder les choses, les problèmes qu'il a pu faire face dans sa carrière, et même aussi l'accessibilité qu'il a, quoi. Enfin, moi, en tant que jeune athlète, j'ai pu parler super facilement avec lui, il s'intéresse à toi, il te demande, ouais, vraiment quelqu'un qui, pour moi, donne beaucoup de valeur et à qui j'ai beaucoup d'estime. Et derrière, c'est un peu le même personnage, mais pas trop, mais j'ai jamais encore eu le temps de le rencontrer, mais j'espère que ça le fera peut-être un jour, c'est Martin Fourcade. Ah, Donc ouais. voilà, donc qui est originaire de pas loin d'ici. Pareil parce Tony que... Estanguet non plus. Ah Il est oui, Tony d'ici. Estanguet, oui, oui, de Pau, oui, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Tony Estanguet, ouais, et Martin Fourcade, parce que pareil, pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant, qui a su aussi manager sa carrière de façon... bon, moi, j'ai lu ses bouquins, qui a très très bien géré sa carrière, et qui dit aussi que en fait, c'est dans les bas que j'ai pu en fait, vraiment me renouveler et surperformer. Donc en fait... même s'il n'y a pas une vérité parfaite, une ligne tracée, un manuel de l'athlète de haut niveau, qu'est-ce qu'il doit faire pour être champion olympique, je pense derrière, il y a pas mal d'analogies qu'on arrive à se Ouais. retrouver. Et puis pareil, pour moi, Martin Fourcade, c'est le travail, le travail, le travail, la persévérance. Et pour encore sur la dernière saison de sa carrière, faire de telles performances, ça montre que c'est quelqu'un qui a été exigeant sur tout le long de sa carrière et d'une justesse incroyable. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup, quoi. Pour l'avoir entendu en conférence, c'est très intéressant. Ouais, Et en c'est plus, ça. il a sa fratrie aussi avec son frère qui faisait Tout à fait, le, ouais. la même compète, et des fois ils se retrouvaient Tout à l'un fait, ouais, face à ouais. l'autre. Ouais, 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 c'est Il ça. avait aussi ce bonus, quoi. Bien sûr, ouais, ouais. Et après, moi, là où je trouve que c'est intéressant, que c'est des athlètes, mis à part leur carrière, c'est derrière, on se souviendra d'eux moins. Enfin, je vais pas dire, on se souviendra aussi de leur performance, mais derrière, on se souviendra aussi des Bien. personnes qu'ils Mm. ont été. Et c'est pour ça que je te dis depuis le début du podcast, je préfère qu'on me considère plus en tant qu'humain, de personne, de ce que je peux apporter en tant que valeur. Et bah, c'est pour ça que je me retrouve dans ces deux personnages, parce que maintenant, de nos jours, on les a pas oubliés, parce que c'est des personnes qui nous ont apporté des choses voilà, au niveau des valeurs humaines, quoi. J'ai une dernière question pour toi, Ouais. Baptiste. Si tu revois le Baptiste qui a 6 ans, qui découvre la piste d'athlée
dans son village du coin. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune enfant? Bah, je lui dirais que, bah voilà, comme je le dirais à des gamins que je peux croiser actuels, crois en tes rêves, quoi, et que personne pourra te dire que tu n'y arriveras pas. Vraiment, c'est ça. Mais en fait, je pense que je lui dirais rien de plus spécial de dire t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, parce que, parce que maintenant, je peux dire que si je devais refaire ma vie, ma carrière, je pense que je referais exactement les mêmes choix, exactement les mêmes choses. Donc pour moi, j'ai pas de regrets par rapport à ce que j'ai fait. Et c'est ce que je dis toujours aux des gens, quand tu es face à une décision, est-ce que je dois faire le bon choix? Et moi, je leur dis toujours, en fait, le choix que vous faites à ce moment-là, c'est parce que vous pensez que c'était la bonne décision. Alors après, l'avenir nous dira, oui, j'ai fait une mauvaise décision, mais c'est comme ça qu'on ajuste le curseur au fur et à mesure. Mais à aucun moment, tu peux dire, ouais, en fait, j'hésite entre des décisions. Si tu l'as fait à ce moment-là, cette C'est que c'était le bon opportunité-là, choix. c'était la bonne choix. Et en fait, je pense que toute ma carrière, ça a été drivé par ça. Donc si je dirais au petit Baptiste, c'est crois en tes rêves, suis le fil de ta vie. Mais je lui dirais rien de plus en particulier de changer des choses qui auraient pu arriver, quoi. Je suis d'accord avec toi. Continuer à croire en ses rêves et se donner les moyens pour aussi, ça c'est le Exactement. plus important. Ouais, c'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a une question, un sujet que tu voulais aborder? On arrive à la fin, on a fait 1 heure et demie Ouais. d'interview quasiment. Non, pas forcément un sujet que je veux aborder, mais c'est plus une reconnaissance que j'ai eue vis-à-vis de mes deux entraîneurs, donc Ouais. notamment Hubert, donc on n'a pas trop parlé, donc Hubert Steinmetz qui a été, donc, comme je disais, mon premier entraîneur, formateur, qui nous a malheureusement quittés en 2020. C'est quelque chose qui m'a énormément affecté dans ma carrière parce que Il t'a suivi dès ta plus c'est enfant. ça, donc depuis que j'ai 5 ans Ouais, jusqu'à c'est énorme. un adulte de 22 ans, quoi. Donc pour moi, je le considère comme mon deuxième père ou mon deuxième grand-père, quoi. Je pense que je l'ai plus vu que mon grand-père, que mon vrai grand-père. Donc c'est quelqu'un qui a eu une place forte au cœur de ma vie et je pense que toutes les valeurs que j'ai pu dévoiler pendant ce podcast, je pense que je lui dois aussi beaucoup parce que quelqu'un qui était très acharné au travail. Aussi, pour la parenthèse, il a fait ses diplômes d'entraîneur en France et en Allemagne. Et à l'époque, l'Allemagne, c'est l'Allemagne de l'Est, hein, quoi. Donc, du coup, c'était quelque chose de très, de très dur, très carré. Donc, il a été comme ça, vraiment très dur, très carré. J'avais pas le droit d'être 1 minute en retard à l'entraînement parce que sinon, c'était 2 tours de terrain en plus. Voilà, il y avait des choses comme ça. Mais je pense que toute cette rigueur et tout ce que je fais aujourd'hui, je lui dois, quoi. Donc, Hubert nous a quittés malheureusement en juin 2020 à 1 an des Jeux Olympiques de 2021. Moi, j'étais orphelin. Et retrouver derrière la confiance d'un nouvel entraîneur et vraiment cette proximité, ça a été très dur pour moi. Mais j'ai su la retrouver assez vite avec Jean-Claude Volmer, qui a été en fait un ancien athlète aussi de Hubert, ou finalement, et qui a été formé par Hubert, qui a repris un peu le fil. Et donc du coup, finalement, je vais dire que j'ai été dans la continuité, dans la transmission de cette vraiment de cette legacy, on va dire, de Hubert. Donc ouais, finalement, je dois beaucoup, je pense, à mes entraîneurs de la personne que je suis actuellement, quoi. Merci, merci pour ce partage, Merci à pour toi. ton témoignage et pour avoir partagé tout ton parcours de façon aussi honnête et transparente, que ce soit les hauts et les bas. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur tous ces sujets. Je sais que tu es aussi actif sur Instagram et sur LinkedIn, on pourra C'est ça, suivre tout ça. On se donne rendez-vous en 2028, c'est si j'ai bien ça, compris, c'est à ça, Los Angeles. 2028. Bah déjà, cette saison 2025 qui va arriver très vite, et puis 2026, championnat Championnat d'Europe, d'Europe, ouais. et puis 2028, il y aura les Jeux Olympiques à Los Angeles. J'espère y être. En tout cas, je donnerai tout comme j'ai toujours fait pour y arriver, quoi. Puis si vous voulez soutenir un sportif, Hubert recherche des sponsors, donc n'hésitez pas. Merci à toi, Merci à toi. Hubert, pardon, Baptiste. Merci à toi, Baptiste. Fallait que je le fasse une fois pour ton partage. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré que vous pouvez retrouver en audio sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, Apple ou Amazon, ou également sur YouTube et sur Instagram. À très vite.